esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lozé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve! Bon matin, comment ça va? Ça va bien, à part d'être venteux, j'ai les babines dans le front, le toupette au Oui, vent. hein? Méchant changement de température, ça en est fou. Là. On a passé de 31 à 13 degrés avec des gros vents, avec du beau vent qui vient de l'est. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, nos tempêtes, ça venait plutôt de l'ouest que de l'est, là, mais tu sais. Il y a une descente drastique. Il n'y a pas de géo-ingénierie, il n'y en a pas. Là. Non, ça n'existe pas, c'est des fabulations, on est débiles, on voit des complots partout sur la planète. Arrête. Non, mais c'est parce que j'aime ça. J'aime ça aussi, piquer les gens qui passent leur temps à dire du tout et du n'importe quoi sans apporter aucun argument. Puis après ça, il faut qu'on aille défendre nos points avec des arguments et avec des faits. Mais pourquoi ça? Parce que. C'est ça. C'est toujours la loi du moins d'effort. C'est ça que je trouve collant. Ouais. Fait que des gens qui se mettent à dire du tout et du n'importe quoi, de toute façon, nous autres, on continue à avancer. Puis eux autres vont juste rester en arrière. Je m'en fous, je m'en tape. Là. Ah bon? C'est un peu ça aussi. Ah oui. Mais sinon, sérieusement, je reviens à la température. 20 degrés, one shot. Oui, la différence. Descente. Hey, tabarouette. On sortait. J'avais l'air d'être dans un air fryer, toi. À l'ombre. Moi, je suis tellement il faisait chaud, à 38 à peu près qu'il faisait. Mm-hmm. Puis, pouf, tout de suite après, c'est l'orage, la grosse orage. Oui. Tempête de sable. As-tu déjà vu ça, toi, au Québec? Mm-hmm. Moi, c'est rare que je vois ça, une tempête de sable. C'est ce que je disais tout à l'heure, là. Tu sais, le flux d'air a changé de sens. Oui. Fait qu'avant ça, celui-là qui était au début du flux d'air, là, quand ça venait de l'ouest, là, c'était la Californie. Fait que c'est quoi les températures qu'on avait en Californie? Y avait-tu des tornades? Y avait-tu des trucs de même? Y avait-tu des... Là, c'est parce que toutes ces températures vont s'en venir vers ici, là. Le stream d'air vient changer de sens, là. Oui. Fait que là, ça fait pas longtemps que c'est fait, ça, là. Juste dans mon coin, là, je te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Les yeux me chauffent, ça pique. Je crève, il y a du sable partout dans l'air. Mm-hmm. On se serait cru dans le désert, une tempête dans le désert. Ah oui. C'était fou, là. Voyons donc, il n'y a pas tant de sable que ça dans le coin. Ben oui, il y a de la cochonnerie. La cochonnerie qui part au. Hey, sérieux. Puis les terres agricoles, que c'était sèche. Tout était sèche. Les terrains sont secs. Fait que donc, c'est-tu toute la surface de ça qui est. Ah, c'était épouvantable. Après ça, l'orage. Et une méchante orage qui n'arrêtait plus. Oui. Puis j'ai dit, wow. Ah, ça a débordé pas mal, là. Je ne sais pas s'il y a eu des dégâts à certains endroits, là. Mais j'avoue que 38, il faisait 37, 38. Oui. Puis c'est rare dans cette période-ci de l'année, en plus, une température aussi extrême que ça. Puis après ça, ça tombe à 15 degrés. Tabarouette. C'est le gros changement de 20 degrés, là, qui est... C'est pas normal, là, des changements aussi drastiques que ça, là. C'est pas normal. Mais je ne sais pas c'est dû à quoi, par exemple. Je ne suis pas météorologue, je n'ai aucune connaissance là-dedans, mais c'est sûr que c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Ben non. Sinon, cette semaine, pas trop de choses que tu voudrais discuter? Disons que pas mal dans le jus cette semaine. Raqué pas mal. C'est vrai, tu as une nouvelle job? C'est comme une nouvelle job, oui. Nouveau truc à faire. C'est assez intéressant. C'est un petit peu hors de mon domaine, fait que c'est encore plus trippant. C'est des choses que j'ai déjà faites, mais personnellement pour moi, là, c'est dans un cadre plus professionnel. Fait que très intéressant.
je vais finir par en parler plus en détail parce que c'est des trucs assez le fun, surtout pour les enfants. Donc, c'est tout ce qui est véhicule électrique, carte à essence ou à batterie. Puis, tu sais, les voir de loin, c'est une chose, s'asseoir dedans puis les essayer, c'est une autre paire de manches. Ouais. Mettons, pour les triples de char, là, tabarouette que ça marche, ça n'a pas de bon sens. C'est débile. J'ai failli me ramasser avec le dentier sur le volant, là, tellement que ça torque. C'est, en tout cas, des heures de plaisir. OK. Là, aujourd'hui, on va avoir une chronique de Jean Lavergne, encore une fois. Oui. Mais par la suite, on va jaser avec Raymond Falardeau, qui est présentement en studio avec nous, justement. Hey, bonjour Raymond, tu peux t'approcher. Bonjour Carole. Ça va bien? Hey, je suis content. Je réalise en fait que je suis en train de terminer ma 3e saison comme chroniqueur. Ben oui. Hein, ça va vite, hein? Puis on pense qu'on a signé pour une autre année, Carole. OK, oui. Ça fait OK, que oui. OK, oui. on a fait ça par Messenger. Fait que, Même par la pensée, ça aurait fait parce que c'est même pas. Moi, c'est clair et net que tu reviens. Tu fais partie des meubles, là. Des meubles, mon Dieu Seigneur, ça me vieillit ça en plus. Mais en tout cas, merci beaucoup. Non, mais tu sais, c'est beau un meuble ben, antiquité ou quelque chose. Ben, je le prends bien. Donc, ça pourrait être pire, ça pourrait être un meuble en mélamine. Hein? Non, ben c'est ça. Je le prends bien. Et puis, je me suis fait un petit réseau également d'amis par rapport à l'émission. D'ailleurs, j'en profite avant de te redonner la parole, de saluer Christine Capitaine, avec qui nous écoute de Belgique, que j'aime bien. Je communique avec. Et je salue également mon ami Réal, avec lequel on va aller écouter Zone Insolite tout à l'heure dans son bureau. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu, Réal, ici en studio aussi. Je t'invite, Réal. Tu sais, quand Raymond est là, tu peux venir, hein, on ne te mangera pas. La prochaine saison, il va signer avec. Fait que, on devrait être de retour. Nous, on mange juste des petits gris, sa brochette, pas des Oui, mais c'est parce que Réal, on le voit d'habitude en homme en noir. Là. Fait que c'est pour ça que c'est ça. Occasionnel. Ouais. C'était un choc cette fois-là, il faut dire. Là, oui. Effectivement, s'incarner dans ce type de personnage, ça a laissé des traces. Je te redonne la parole. Moi, je vais en reparler tantôt. Oui, d'accord. À tantôt. Donc, après la chronique de Jean Lavergne, on va faire une pause. Je pense que je vais tout laisser aller. Concept, hein, ça va être comme ça. On n'en reviendra pas après la chronique. Et c'est ça. Après ça, on va. Ben, en fait, on va revenir après la pause. C'est ça. C'est ça. On va revenir après la pause, après avoir entendu la chronique. Et restez là, je vous mets ça. C'est une chronique qui date quand même du 15 mai 2021. C'est un petit souvenir en hommage à notre ami, défunt collègue. C'est ça, défunt collègue et ami Jean Lavergne, qui était ufologue aussi pour l'AQU à un certain moment de l'époque de sa vie. Ah, ben, il a aussi travaillé avec Jean Cazot. Oui. Donc, tu sais, c'est un vieux de la vieille dans le domaine. Là. C'est un incontournable, comme certains livres ou certains personnages qu'on va entendre parler tout à l'heure. Là. Oui, mais d'ailleurs, tu pourrais même le nommer. Je le nomme déjà tout de suite, Jean Lavergne à ta liste. Sauf qu'il n'a pas écrit de livre, mais je te dirais qu'on va l'ajouter, lui, à la liste comme étant. Il n'a pas écrit de livre, mais il y a quand même. Son émission? Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui a été fait sur les ondes publiques. Exact. Donc, à même titre qu'un livre, quand un livre est édité, il y a toujours un livre, une copie qui s'en va à la Grande Bibliothèque du Canada. C'est ça. Et tu as un numéro ISBN qui est émis, et ainsi de suite. C'est ce qui fait un peu l'historique de ce qu'on a fait comme travail. Même nous, ce qu'on est en train de faire. Ben oui. Toi, tu as déjà un livre à ton actif, potentiellement un deuxième. Mais ce qu'on fait présentement à la radio, ben, c'est comme écrire un livre aussi. Ben oui, tout à fait. Parce que c'est ça laisse des traces dans la Bibliothèque du Canada et dans toutes les sphères médiatiques. Exact. Donc, restez là, je vous mets la chronique et on vous revient tout de suite après.
Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique L'OVNI Show. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois de venir vous parler d'OVNI, d'ufologie dans l'émission de Carole Lauzé. Cette semaine, on va parler un peu de, sans nécessairement faire suite à la chronique de là 2 semaines où on parlait de rêve ou réalité. C'est dur des fois de faire la différence entre les deux, mais on va parler aujourd'hui de folklore profond et puis on va parler de ça en fonction du fait que c'est-tu des oui-dire ou c'est la vérité? On ne peut pas vraiment le savoir, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses que je vais mentionner aujourd'hui qui font vraiment partie du folklore ufologique depuis le début de la nouvelle vague des ovnis, qu'on peut dire de 1947. Et puis, il n'y a rien de ça qui est officiellement prouvé, mais il y a beaucoup de choses qui nous permettent de penser que ça doit rouler à peu près comme ça, là, tu sais. Ces temps-ci, on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux de disclosure ou de révélation de la part de certains gouvernements. Ce style de révélation-là, c'est dans l'air depuis une couple d'années parce qu'on se rappellera qu'à un moment donné, la CIA a décidé de déclasser un paquet de dossiers sur les ovnis. Mais je pense pas que, tu sais, à l'époque, je m'étais tapé environ 90% de cette documentation-là. Et puis, pour ne pas dire presque la totalité. Et puis, dans le fond, ce que c'est des rapports d'observation d'OVNI que la CIA avait compilés depuis des années. Tu sais, je veux dire, telle date, un tel a vu telle affaire. Mais tu sais, qu'est-ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est qu'il y en a eu beaucoup plus qu'on pense. Parce que c'est pas tous ces rapports d'observation d'OVNI-là qui ont fait la manchette, si on peut dire, des affaires insignifiantes là-dedans, mais qui ont quand même été notés. Mais avec, tu sais, des films aujourd'hui comme le fameux Tic Tac ou le dernier qui est sorti récemment là, sur un fond vert, le triangle qui flash un peu, là, c'est intéressant de voir que, mettons que le gouvernement admet un petit peu que ça existe. Mais je veux dire, ce qui serait intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qu'ils font avec. Tu sais, comme je sais pas trop comment, centaines de rapports ufologiques qu'il y a eu, la CIA a laissé sortir. C'est bien beau, mais ça nous dit pas ce qu'ils ont fait avec, tu sais. Et puis, personnellement, je me pose la question pour savoir pourquoi ils laissent sortir des affaires comme ça, tu sais. Il est évident pour moi que même si l'effet immédiat de ces disclosure-là, de ce dévoilement-là, ça fait boum dans les médias, puis tout le kit. Le gouvernement admet finalement qu'ils n'admettent pas grand-chose dans le fond, tu sais, je veux dire, c'est parce que qu'est-ce qui va se passer avec ça, c'est que ça va faire boum, comme un peu le rapport a sorti du fait qu'ils ont arrêté le dernier programme qui n'était pas supposé d'avoir en 2007, puis blablabla, mais ça finit par s'éteindre là. C'est comme s'ils lâchaient du lest à un moment donné, un peu de temps en temps, pour arrêter de se faire achaler, mais dans le fond, on ne sait pas plus qu'est-ce qu'ils font avec l'implication possible, probable ou complotée, tant que vous voulez, avec les extraterrestres. Tout ce qu'on sait, c'est que finalement, ils en ont vu, puis ils disent qu'ils en ont vu. Tu sais, je veux dire, je sais pas, ça laisse une porte ouverte, oui, mais on n'est pas devant la révélation comme il court sur les médias sociaux de ce temps-là. Un tel a dit que le gouvernement faisait, puis avait vu, puis a des archives sûres. Puis tu sais, je veux dire, regarde, des programmes sur les extraterrestres, les ovnis, là, aux États-Unis, mettons, là, il y en a une pochetée depuis les années 40, puis on n'a jamais rien su de plus, même s'il y en a qui ont sorti au travers, tu sais. Mais comme vous le savez, j'ai un goût assez prononcé pour l'histoire ufologique. Puis il serait peut-être intéressant de revisiter certains faits de l'histoire pour nous faire prendre la réelle mesure de ce que ça peut être. Puis là, gars, je vous le dis tout de suite, ça, c'est juste mon avis. Là, on va entrer dans les affres un peu plus sombres de l'ufologie, là, du côté peut-être un petit peu plus conspirationniste puis complotiste, là. Mais c'est seulement pour examiner quelques dossiers qui ont sorti au travers des branches au fil des années, parce que, comme je l'ai déjà dit, l'histoire ufologique est meublée de toutes sortes d'affaires, hein, tu sais, je veux dire, puis sans nécessairement devenir un moine qui étudie les archives ufologiques, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que le passé, c'est souvent garant de l'avenir. Hein? Tu sais, je veux dire, il y a des choses qui sont arrivées dans l'histoire que si on ne fait pas attention, on va les refaire. Et puis, tu sais, je veux dire,
on n'est pas obligé de savoir vraiment la vérité tant que ça pour se poser des questions, tu sais. Puis la véritable question, c'est plus de savoir si les gouvernements s'intéressent au sujet, là, parce que, tu sais, on le sait qu'ils s'intéressent, puis pas juste les Américains, les Canadiens, partout dans le monde. Ils s'intéressent au sujet depuis des décennies parce que ça les dérange. Pourquoi que ça les dérange? Ben là, regarde, on peut partir sur une discussion encore là-dessus qui va faire en sorte qu'on va débouler sur le complotage au fond, là. Mais on peut pas faire autrement parce que la porte est même pas ouverte. Il y a même pas une petite craque d'ouverture qui fait en sorte de savoir qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir sur ce qu'ils font avec ces déclarations d'OVNI-là. Mais tu sais, il y a des choses qui sont sorties officieuses, puis tout ce que je vais mentionner, ça peut tout être contestable dans le fond, parce que là, j'entends déjà des sceptiques dire « Ouais, mais là, si tu sais pas de quoi tu parles, ferme-toi là. » C'est pas ça, je veux dire, c'est que on peut pas faire autrement dans le milieu ufologique, dans le monde de l'ufologie, de prendre ce qu'on a. T'sais, c'est sûr que si tout le monde s'assied à terre en rond en avant de la Maison-Blanche, exemple après-midi, il y a une soucoupe volante qui atterrit, puis il y a un extraterrestre qui descend puis qui nous dit « Bring me to your leader », là, c'est une chose, mais ça, à ce qu'on sache, c'est jamais arrivé en public, en tout cas, t'sais. Mais pour commencer tout ça, on peut parler de l'implication des Américains au début des années 40 avec le fameux projet, le fameux programme, le fameux groupe, le MJ-12, le Majestic 12, le Majestic 12. Le 24 septembre 1947, suite à l'affaire de Roswell, le président Harry Truman a rédigé un décret, le décret 01156, stipulant la création d'un comité responsable du dossier OVNI, ça s'appelle le Majestic 12. Dans ce groupe de 12 personnes-là, c'était composé de militaires de haut niveau, de membres de la CIA, de la NSA et d'un sénateur, le sénateur Forrestal. Puis on le sait, par rapport encore à l'histoire, que ce sénateur-là, il n'était pas nécessairement entièrement d'accord avec tout ce qui se disait. Lui, il était plus, mettons, en faveur d'une disclosure plus majeure, mais de l'autre bord, c'était carrément non, tu sais. Le mandat de ce groupe-là, c'était de regrouper tous les éléments entourant le phénomène OVNI, de les étudier et surtout de ne laisser filtrer absolument rien ou presque rien de l'information envers la population. Puis tu sais, quand je dis presque rien, là, c'est que le plus souvent, le but, c'était de rien laisser sortir vers la population. Là, on va tomber dans de quoi de plus sérieux là, pour les complotistes. Là. Le 6 décembre 1950, un second crash d'OVNI se serait produit près de la frontière mexicaine au Texas. Par la suite, un premier atterrissage organisé d'un OVNI se serait produit le 30 avril 1964 à la base de Holloman. Puis ça, ce serait le premier événement d'une rencontre officielle entre les extraterrestres, les aliens et le MJ-12 de l'histoire. Cet événement se serait répété le mois suivant de la même année. Puis là, mais pour ceux que ça intéresse, le film Rencontre du troisième type, ça serait basé sur cet événement-là. Mais un fait intéressant, c'est que vous connaissez J. Allen Hynek. Lui, c'était le consultant de Spielberg quand ils ont fait la réalisation du film en 1977. Puis c'est inutile de rappeler que Hynek était le scientifique chargé du projet Blue Book de 1952 à 1969. C'est intéressant de juste en parler. Suite à ça, et toujours selon l'histoire irréfutablement non officielle, le MJ-12 se serait propagé mondialement et aurait participé à l'établissement de bases équipées pour faire face à cette nouvelle situation. Puis là, ces bases, ce serait Kirtland Air Force Base, Homestead Air Force Base, Holloman Air Force Base, évidemment. La célèbre base d'Edward, où le mur du son a été franchi le 14 octobre 1947 par Chuck Yeager au volant d'un Bell X-1. Et puis, il y aurait aussi la base de Vandenberg et puis celle de Wright-Patterson. C'est toutes des bases qui ont des gros noms puis qu'on connaît toutes, t'sais. Il y aurait même une base secrète qui aurait été également construite, mais cette fois-ci souterraine. Puis il s'agirait de la base proche du village de Dulce au Nouveau-Mexique. Mais ça, c'est un autre dossier qu'on pourra regarder à un moment donné, la base de Dulce. Tout ce qui se passe dans les environs de Dulce, c'est un gros dossier aussi qu'on ne rentrera pas dedans nécessairement aujourd'hui. Évidemment, on peut ajouter Groom Lake, Area 51 à cette liste-là. Et puis, il
y a bien des choses qui ont rapport à cette base-là aussi. Tu sais, regarde, en janvier 1996, le président de l'époque, Bill Clinton, signe un décret exemptant l'US Air Force l'obligation de divulguer les activités de la base à des personnes non autorisées. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont pas tenus de dire qu'est-ce qui se passe là, tu sais. Puis les semaines suivantes, un rayon de 25 km fut ajouté au périmètre d'Area 51, qui rajoute encore plus de restrictions à comment est-ce qu'on peut être proche pour regarder ce qui se passe là. Là, il reste rien qu'un petit comment je pourrais bien dire, une petite butte, une petite montagne pas trop loin, avec des jumelles débiles qu'on est capable de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là, tu sais. Mais tu sais, tout le reste qui a rapport à Area 51, ça aussi, c'est un autre dossier qu'on a déjà parlé, mais ça fait partie aussi des bases weird, entre guillemets, de l'armée américaine, où ce que le MJ-12 aurait sa mainmise, si on peut dire ça comme ça. Tu sais, puis là, ben regarde, il y a toute l'histoire de Bob Lazar là-dedans, à Area 51, puis toute la kit, tu sais. Mais ça, c'est d'autres choses. Puis tu sais, Bob Lazar, c'est Bob Lazar, tu sais. Il faut garder à l'esprit l'aspect totalement spéculatif de tout ce que j'ai dit, par exemple, tu sais, parce que on ne sait pas pourquoi, mais il sort des petits morceaux d'informations, tu sais, comme le décret que Truman a signé, il y a quelqu'un qui a mis la main là-dessus, mais là, il y a de l'astinage au fond pour être sûr que c'est sa signature, puis là, ben, c'est pas sa signature, puis c'est sa signature, mais ça a été photocopié sur la feuille d'un décret, comme, regarde, c'est un paquet de nœuds. Mais c'est quand même l'information qui sort au fil des années, tu sais. Puis, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que dans beaucoup de bases américaines, même si tout ça, c'est pas vrai, on vit apparaître la présence d'un UFO officer, autrement dit, un officier en charge des ovnis. Tu sais, il n'y a pas de phantom officer, il n'y a pas de gnome officer, mais il y a un UFO officer sur certaines grosses bases américaines qui font en sorte que s'il se passe de quoi, tu sais, je veux dire, s'il se passe de quoi avec les ovnis, il va y avoir quelqu'un qui est au courant assez pour faire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse avec. Puis là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse avec, c'est quoi? C'est tirer dessus ou ben non, les accueillir ou cacher tout ou, tu sais, je veux dire, regarde, c'est là qu'on est rendu avec ce genre d'histoire-là. Mais tu sais, la divulgation d'aujourd'hui n'est pas différente de la divulgation des années 40, des années 50, des années 60. Il en sort toujours un peu. Tu sais, comme le fameux rapport final sur l'événement de Roswell. Ils ont dit plein d'affaires qui s'étaient passées, qui ont ramassé quelque chose, mais ils n'ont pas dit ce qu'ils avaient vraiment ramassé, puis ils n'ont pas dit ce qui s'était vraiment passé. Puis là, ce qui s'est vraiment passé, puis ce qu'ils ont vraiment ramassé, c'est encore spéculatif dans le sens que c'est des témoignages. Tu sais, je doute pas de certains témoignages. C'est pas ça que je dis. Il ne faut pas qu'on tombe totalement sceptique, pas croire à rien, pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça reste des témoignages, puis il y a toujours un des deux bords qui dément l'autre. Puis il y a toujours les sceptiques là-dedans qui se font se faire un effort magistral pour démontrer que ce qu'il a vu, c'était pas ça, puis tu sais, je ne connais pas ça, puis tu sais. Fait que, tu sais, on est dans une bulle je pense que c'est, et puis on ne peut pas faire autrement que de rester dedans. Par contre, on se rappellera également de l'étrange tournure du message que Ronald Reagan a fait à l'ONU le 21 septembre 1987, qui se traduit comme suit. Là, je vais vous le lire. Peut-être avons-nous besoin d'une menace extérieure et universelle pour nous faire reconnaître ce lien commun. Là, il parle des peuples sur la Terre. Je pense parfois à quelle vitesse nos différences dans le monde disparaîtraient si nous étions confrontés à une menace étrangère venant de l'extérieur de ce monde. Et pourtant, je vous le demande, une force extraterrestre n'est-elle pas déjà parmi nous? Quoi de plus étrange aux aspirations universelles de nos peuples que la guerre et la menace de guerre? Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris à Ronald Reagan ce matin-là pour dire ça à l'ONU, pour terminer son discours sur la situation actuelle mondiale, mais je trouve ça weird. C'est le seul président pour dire que pendant ses fonctions, a vraiment dit quoi qui laisse à songer d'autres choses sur le phénomène ovni. La majorité du temps, comme Clinton il est allé dans des émissions, Obama est allé dans des émissions, puis ils sortent du sujet assez rapidement quand l'animateur va lui demander des questions là-dessus, tu sais. Puis il y a même une politique officieuse qui serait en fonction que le président, il n'est pas nécessairement dans la boucle, là, tu sais, he's not in the loop pour tout ce qui se passe avec le phénomène ovni, juste pour le fait d'être capable de le nier plausiblement. Tu sais, a plausible deniability, pour qu'il soit capable de dire qu'il n'est pas au courant de rien puis que ça soit crédible, parce que dans le fond, il n'est pas au courant de rien d'après ces gens-là.
Donc, en définitive, ça laisse vraiment songeur qu'est-ce qui peut se passer avec le petit bout de divulgation qui peut sortir depuis 1 an ou 2. Parce que c'est facile de voir que ce genre de divulgation-là, c'est plus peut-être pour noyer le poisson que pour affirmer des choses. Parce que dans le temps qu'on s'occupe de ça, on ne s'occupe pas d'autres choses. Tu sais. Puis là, je ne dis pas qu'il se passe d'autres choses parce que c'est très facile d'être mal cité quand on dit des affaires. Tu sais. Mais je tiens à ce que ce soit super clair que c'est pas parce que je dis que c'est pas de la vraie divulgation que ça n'en est pas de la vraie. Puis c'est pas parce que je dis que le Majestic 12 existe que ça existe. Ce que je veux faire comprendre avec ça, c'est que on aura beau penser, dire ce qu'on veut, on ne sera jamais capable de vraiment dire, ben ça y est, c'est ça, avec le phénomène OVNI, avec qu'est-ce qui se rapporte avec les gouvernements partout sur la planète, parce que on ne sait pas c'est quoi leur agenda avec ça. Tu sais, c'est sûr que leur but général, c'est de montrer qu'ils contrôlent la situation, puis qu'il ne se passe rien, puis on est correct. Là. Tu sais, ça c'est sûr, ça que c'est la mentalité en général là, de ça. Parce que si on regarde ça juste au niveau super platonique, l'ufologie, là, ben dans le fond, il y a des véhicules aériens qui se promènent dans l'espace aérien des pays puis qui violent l'espace aérien de tout le monde. Tu sais, ils n'ont pas demandé la permission pour passer en principe. Donc, c'est sûr que c'est une préoccupation. Comment est-ce que ça sera juste à ce niveau-là? Tu sais? Puis le fait qu'ils commencent à l'admettre plus un peu qu'ils en voient, ben ça, c'est quand même intéressant aussi, tu sais, mais regarde, si tu regardes ça comme faux, si tu regardes la masse de personnes sur la Terre qui ont juste à sortir dans le cours dehors à l'arrière de chez eux pour faire une observation intéressante le soir, avec le paquet de radars, de satellites, puis de tout ce que tu voudras que les gouvernements ont à leur disposition, mettons qu'on admet qu'ils ne savent pas plus qu'est-ce que c'est que nous autres, ben ils sont capables de savoir qu'il y en a pas mal plus que je suis capable, par exemple. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas de satellite, j'ai pas de radar. Fait que s'ils commencent juste à admettre qu'il y a eu des passages d'objets volants non identifiés, qu'ils reconnaissent que c'est des objets volants non identifiés. Mais si vous remarquez bien, dans la dernière divulgation qu'il y a eu, le vidéo en vert où on voit un triangle, là, si on lit comme faux, ils n'admettent pas que c'est extraterrestre, ils admettent que c'est non identifié. Il y a une différence entre les deux. Tu sais, je veux dire, parce qu'un OVNI, c'est un objet volant non identifié, c'est pas nécessairement une soucoupe volante qui vient de planète X. Là, tu sais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, en conclusion, c'est qu'au cours de l'histoire ufologique, le folklore ufologique, puis tu sais, je voulais tellement que ce soit vrai que je m'en suis convaincu, je pense que c'est, puis toutes ces expressions-là qu'on peut mettre en ligne une après l'autre pour dire qu'on est au courant de ce qui se passe, dans le fond, on n'est pas au courant de ce qui se passe, personne. On est capable juste d'aller chercher des brides d'informations ici et là, puis avant d'être capable réellement de dire que telle pièce justificative est une vérité, c'est extrêmement dur et compliqué, puis on tombe souvent dans l'interprétation, puis à un moment donné, on ne sait plus ce qui est vrai et qui ne l'est pas. Là. Tu sais, je veux dire, il faut faire super attention. Mais comme je disais au début, j'ai toujours eu un attrait pour l'histoire ufologique. On a juste à retourner une couple d'années en arrière, une couple de décennies en arrière, puis voir qu'est-ce qui s'est passé rapport à la divulgation, puis on est capable de voir que c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. Donc, sur ces belles paroles, je vais vous laisser là-dessus pour la semaine. J'espère que vous avez apprécié ma petite chronique. Donc, on se revoit pour la prochaine chronique d'un OVNI Show dans 2 semaines à l'émission de Zone Parallèle par Carole Lauzé. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Ton sel est brisé? Tu veux vendre ou acheter un sel? C'est l'expert, c'est la place pour ton cellulaire. Réparation, appareils reconditionnés ou accessoires, on a tout pour ton cellulaire. Viens nous voir au 2190 3e rue à Saint-Romuald, près de la sortie Taniata. Québec Brou, c'est la meilleure place pour une bonne bouffe. Un menu varié au meilleur prix. Dans ton assiette, t'en as pour ton argent. En plus, tu es servi par les plus belles filles et les plus sympathiques à Québec. Pour déjeuner, dîner ou souper dans une ambiance festive, la place est Québec Brou. Vanier, Ancienne-Lorraine et Charlebourg. Le 21 juin prochain, le Festival Coué vous invite à un grand spectacle musical gratuit à la place Diouville. La rencontre des 11 nations autochtones au Québec culminera par ce concert exceptionnel qui rassemble des artistes de différentes nations comme Dan l'Initié, Sagé Ottawa, Violent Ground et Matten.
De plus, ne manquez pas les joueurs de tambour, les chants de gorge et en grande primeur, une chanson de Serge Fiori adaptée dans les 11 langues autochtones. Venez vibrer avec nous le 21 juin à la place Diouville de 14h à 23h. Au Festival Coué, il y a tant à vivre. Lionel Groove, c'est un mélange rafraîchissant entre le groove, le disco, le funk et le rap. Avec leur premier album, on laisse tomber les sujets lourds et on se concentre uniquement sur un son qui donne envie de danser. Maintenant disponible sur toutes les plateformes numériques. Immeuble CS. C'est tellement facile. On achète ton immeuble à revenu et on paye cash. Notarié, en temps. ImmeubleCS.com. Crème de folie, c'est perpétuer la tablée et les valeurs familiales lors de vos rencontres festives. Imaginez-vous dans un événement super festif, en train de partager un bon dessert généreux et gourmand. Crème de folie, c'est le plaisir de créer des événements et des sucreries à la hauteur de vos folies à vous. Ouverture officielle le 1er juin 2023 au coin Langelier et boulevard Guillaume Couture à Lauson. Venez rencontrer la chef pâtissière, créatrice de souvenirs et d'événements festifs, Marilyn. Elle se fera un plaisir de faire de chacune de vos bouchées un délicieux souvenir. Crème de folie, œuvre d'art pour les yeux et les papilles. Lorsque tu magasines à la ressourcerie de Lévis, tu favorises la réduction, le réemploi et le recyclage des objets afin de promouvoir une économie circulaire et de préserver l'environnement. Notre mission est de recueillir des matières revalorisables en leur offrant une seconde vie au bénéfice de la communauté de Lévis et ses environs. Puis t'économises. La ressourcerie, un choix logique. CJMD 969 FM, l'alternative radiophonique. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Raymond Falardeau, ancien militaire, justement, qui nous informe, en fait, c'est notre contact militaire, en même temps. Et je m'assume pour le dire également. D'ailleurs, en passant, juste pour l'actualité, la semaine passée, j'étais à Bagotville. On avait un petit sommet, pas un colloque plutôt, sur les années à venir. Alors, évidemment, il y avait l'introduction des F-35, mais je ne rentrerai pas en détail, juste pour le mentionner, là, parce que ça se prépare. C'est pas du jour au lendemain, l'avion atterrit puis ça marche. Là, il y a toute une préparatoire à ça. Alors, c'est ce qui a fait que la semaine dernière, j'étais au Saguenay, que j'aime bien. Tu me dis ça en parlant de militaire, là. Hier, quand je suis revenu de ma job vers 2h30, j'entends un méchant vacarme. Je suis sur la route et j'entends à ma gauche un méchant vacarme. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Un hélicoptère militaire qui me passe direct au-dessus du char, mais à très, très basse altitude. Il sortait du boisé sur la route entre Laurier-Station et Issoudun, direct au-dessus des boisés, à peu près à 10-15 pieds au-dessus des fils électriques. Ich. J'ai fait un méchant saut parce que ça a fait... Je cassais ça. Ma fenêtre est ouverte d'à peu près 1,5 pouce, mais je l'entendais tellement... Puis là, je me tourne la tête puis je vois ça débarquer, toi, cette affaire-là. C'est gros, hein? Et il me passe au-dessus du véhicule. Puis je me revire d'abord. Je le vois déjà même plus parce qu'il était tellement bas qu'il est caché par les arbres. C'est rare qu'on les voit passer si bas que ça. C'est du vol tactique qu'on appelle. Là. OK. Ça veut dire quoi, ça, dans ma tête? Ça, moi, c'est comme... Hors de portée radar. Ça, c'est hors de vision. OK. Ça fait que tu voles, comme elle dit, peut-être pas 10 pieds, mais à peu près 30-40 pieds en haut des arbres et à haute vitesse. Alors, c'est une manière d'esquiver, si on peut dire, les observateurs. Parce qu'à cette hauteur-là, le radar, là, je ne marche plus. Mais à moins que tu aies un AWACS, le gros avion qui se coupe dessus, là, qui voit d'en haut, mais les radars, tu passes en dehors du radar. Oui, c'est ça, tu es en dessous. Mais c'est pas familiarisation avec du vol tactique. Alors, dans ce coin-là, Carole, je le connais, c'est Issoudun, là, ce bout-là. Ben oui. C'est moins habité un peu. Oui, bien, c'est ça, c'est boisé. Où est-ce que tout ce qui sortait, c'était boisé. Exact. Mais OK, au pire des pires, 20 pieds au-dessus des fils. À peu près. Pas plus que ça. C'est vraiment minimum, ça, parce qu'il y a
il y a ça veut dire des opérations de sécurité. Il faut faire bien attention parce que des fois, il y a des objets qui traînent, une antenne ou de quoi du genre. Alors, il faut qu'il soit bien prudent. Mais effectivement, toute une surprise que tu as eue là hier, Carole. J'ai fait un méchant saut. Mais j'ai trippé, par exemple, parce que le son de ça, ah oui, moi, là, hey, Seigneur, arrange-toi donc. On me bien ça. Moi, faire un tour d'hélico comme ça, militaire, ça se fait-tu, ça? T'arranger ça un jour. J'aimerais ça. On va aller faire un tour. Bon, une journée, on aura une porte ouverte, là, je m'arrangerai, mais... Pas assis dedans dans le stationnement, là. Non, Faut qu'il lève. Non. Ça se fait encore, mais moins souvent. J'ai emmené ma blonde, j'ai emmené ma blonde sur un bateau de guerre entre Québec et la Malbaie. Il y a une démonstration de ce qui se passe à bord. Là. Tu vois vraiment comment que ça fonctionne sur une unité de combat. Là. L'équipage est en action, etc. Et puis, les hélicoptères, ça se fait, mais un petit peu moins. Ça fait que c'est parce qu'il faut une autorisation du quartier général de la Défense pour emmener des civils, si on va dire, comme touristes, parce que si tu fais une évacuation, évidemment, tu ne demandes pas l'autorisation du... Tu avais de quoi dire? Oui, tu sais, un Chinook avec la porte ouverte en arrière. C'est quelque chose de bien régulier. Non, on est attaché dans ces petits engins-là. Hein? Moi, s'ils tournent, tu te ramasses en bas. Non? Oui, tu es attaché après ton parachute. Si tu penses que qu'est-ce que tu as vu, ça fait du bruit, là, tu vois qu'un Chinook, ça me dépeigne. Non, mais t'es dur à dépeigner, toi. Il n'y a pas de cheveux. Oui, comment ça brasse. Mais sérieux, on pourrait même faire un enregistrement spécial, expliquer comment ça fonctionne, puis le pourquoi, puis poser des questions, puis faire une vidéo qu'on pourrait mettre, genre de petit documentaire qu'on pourrait mettre aussi. Une deuxième heure Jean Cazot, mettons. Là, genre? J'ai signé pour 2024, ça fait que... Mais on n'est pas obligé de le dire. Là. Un Black Op, c'est inconnu. On n'est vu ni connu. Oui, pour un documentaire. Fait que M. Colonel, je ne sais pas qui nous écoute en ce moment. Ouais. J'aimerais bien. On ne mentionnera aucune information de où, quand, qu'est-ce qui a été fait. Là. Non, il y aura juste des images quand on va être dans les airs. Puis, si on nous entend. On nous entend, parce que ça fait un vacarme quand même débile à l'intérieur. C'est quoi l'effet social? Avant que j'embarque dans le sujet, juste vitement, j'ai passé, il n'y a pas longtemps, une deuxième heure de Jean Cazot. On parlait des contrails, ou des chemtrails ou whatever. Et puis, moi, vous l'avez annoncé sur le site Insolite puis Zone Parallèle. Et puis, moi, je l'ai annoncé sur ma page. Mais sur ma page, il y a beaucoup de colonels, puis de majors, puis de pilotes. J'ai eu beaucoup de messages privés justement là-dessus, sur la manière que ça avait été débattu, expliqué. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a une réaction à ce moment-là. J'imagine. Alors, effectivement, avec des doutes, pas de doutes, etc. C'est comme un catalogue. Là, il y en a qui vont prendre ça comme du cash, d'autres vont dire, il y a peut-être ça. Mais, comme j'avais expliqué, les machines à pluie par des avions, ça a existé. Oui. Ça, c'est indéniable. Je l'ai démontré, j'avais l'équipement en studio. Exact. De toute façon, tout ce qui s'appelle chemtrail et compagnie, c'est un aspect de quelque chose de beaucoup plus gros. Et voilà. Fait que, juste essayer de débunker ou de confirmer les chemtrails, il y a pas mal d'informations, mais il manque certains liens qui ne sont pas encore faits. Puis il y a d'autres trucs aussi qui rentrent dans la géoingénierie qu'on n'a pas discuté, mais que ça en fait partie. Ce n'est pas nécessairement des avions qui garochent des trucs dans les airs, mais ce qui nous sert de radar météo peut aussi servir dans un autre sens. Steve, on avait 1 heure, ce qui veut dire 45 minutes. Oui. Alors, c'est pour ça que... Oui, c'est ça. On était très limité sur les choses qu'on pouvait... C'est intéressant parce qu'on a brossé le tableau. C'est juste pour dire, là, le temps passe déjà et puis on va embarquer dans notre sujet. Oui, parce que tu as tout le reste de l'émission. Tu vas voir que le reste de l'émission, on va probablement arrêter à la fin qu'on va être obligé de couper. C'est comme je disais à quelqu'un dernièrement, il dit, c'est un peu long, 2 heures. Il dit, si vous venez à 2 heures, on va être obligé de vous couper à la fin. Puis, dans les émissions de Carole, c'est toujours de même. Avant de commencer, parce qu'on va parler du phénomène OVNI avec ceux qui ont œuvré autour de ça, soit les auteurs, les ufologues, les intéressés ou autres. Et puis, je mets en garde immédiatement. On va parler de ces gens-là, mais ça ne sera pas du bashing. On va
tout simplement parler de ces gens-là. L'opinion qu'on a là-dessus, on la garde pour soi, parce qu'évidemment, il y en a qui sont moins aimés, d'autres plus aimés, peu importe, là, on ne débattra pas ça. Également. Mais chacun apporte quelque chose de bien. Oui. De toute façon. Puis également, là-dessus, un autre point, je voulais également, juste, parce qu'on va certainement avoir des textos, là, mais vous avez oublié un tel, un tel, un tel. Si on les prenait tous, on ferait une émission de 4 heures. Un radioton le vendredi soir jusqu'à dimanche soir. Parce qu'il y en a eu un maudit paquet. Et puis, c'est pour ça qu'on regardait à peu près 2 à 3 minutes par personnage concerné. Alors, tout le monde est arrimé là-dessus? Là? Oui. Parfait. Alors, on y va. Alors, c'est sur les auteurs, comme je viens de dire, les gens qui se sont impliqués dans le domaine de toutes les manières possibles. On va partir vers 1950 jusqu'à la période contemporaine. Et puis, le premier que je présente, en fait, c'est George Adamski. Les plus jeunes ne le connaîtront peut-être pas. C'est le premier ufologue, en fait, qui a soulevé le problème et puis qui a réussi à faire connaître le phénomène. C'est qui ce gars-là? C'est un type qui est venu au monde en 1891 et il a fait la Première Guerre mondiale. Et avant la guerre et après la guerre, il y avait comme un genre pas de secte, mais de regroupement d'intéressés qui était un peu sa tribune avec lequel il parlait. Puis il y avait comme des petits camps pas loin du Mont Palomar. Ça, c'est le gros observatoire qui est en Californie, qui dépend de Caltech aujourd'hui. Et lui, par après, dans les années 50, il a parlé de son expérience. Puis évidemment, la radio ça commençait, la télévision également, et puis ça a pointé. Alors, lui, il parlait de son expérience qu'il avait rencontré effectivement des extraterrestres, et ceux-ci venaient de Vénus, des Vénusiens. Oui, puis à cette époque-là, justement, c'est pas quelque chose qu'on entendait, là. Non, du tout. C'est pas comme aujourd'hui, il y a tellement de monde qui disent qu'il y a des Vénusiens, tout ce que tu voudras, là. Les Pléiadiens, puis tout. Mais là, c'est mes Vénusiens. Lui, il arrivait avec ça. Puis dans son expérience de contact, il dit avoir monté à bord d'un ovni et avoir été dans l'espace, on va dire, avec ces gens-là. Qui étaient-ils, en fait? Selon lui, c'était des grands blonds, un peu plus grands que 6 pieds 4 à peu près, des grands blonds avec des cheveux longs. Alors, on les retrouvera plus tard en ufologie, là, dans les différentes descriptions. Mais à l'époque, évidemment, il a cassé la glace. Ça a été très, très mal reçu, discuté. Les postes de radio, si on peut dire, le bâchaient, comme on peut dire. Et puis, il a dû se défendre. Et puis, il a écrit un premier livre, d'ailleurs, là-dessus, sur le phénomène des extraterrestres. Son premier livre, il est paru en 1936. Le royaume du ciel sur terre. Et puis, voyez-vous, c'était un des premiers livres qui a paru sur le sujet. Depuis disponible bien, c'est pas tellement, non. J'ai été voir pour le fun, mais il ne se trouve même plus actuellement. Alors, mais c'est un pionnier, je te dirais, qui a réveillé l'opinion publique américaine, principalement, à ce phénomène qu'on commençait à voir de plus en plus dans les cieux, là, au ciel dans les cieux américains. Ici, au Canada, évidemment, on était un peu en retard sur les Américains par rapport à ça, mais il a initié, si on peut dire, ce mouvement-là, et il est devenu très, très connu, là. C'est un des premiers ufologues. Moi, j'écoutais une émission dans le temps, dans les années 60, qui s'appelait Atomes et Galaxies, avec Raymond Charette. Et puis, on avait parlé justement de George Adamski. Il est décédé en 1965 et il a été enterré au cimetière d'Arlington. Arlington, ça, c'est le cimetière de tous les militaires américains. Alors, vous pouvez aller voir même sur Internet, là, juste cliquer cimetière Arlington, George Adamski. Vous allez voir sa stèle. Et puis, comme je l'ai dit, c'est lui qui a cassé vraiment la glace aux États-Unis comme premier, je dirais ufologue, mais c'était vraiment pas le mot à l'époque. C'était le premier personnage qui a fait connaître le phénomène. Puis après ça, bien évidemment, la roue s'est mise à tourner et il y en a eu d'autres.
C'est correct, Steve, je te vois. Oui, non, je suis en train de regarder si les gens ont des questions, tout ça. Je te voyais en stand-by, c'est pour ça. Là, non, un peu comme un chat qui est sur le bord de sauter sur un oiseau. c'est la fatigue aussi accumulée. Il y a des gens, le live de jeudi à Jeff Benoît, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant que j'avais l'air fatigué. J'étais tellement brûlé, je dormais au gaz. Ah oui, ça paraissait, tu avais les yeux de même. Oui, tu as le stress d'un nouvel job en plus, par rapport, mais il faut que tu gères ça. Non, c'est pas stressant le job. C'est pas. C'est la nouveauté que je dis. Oui. On avance tranquillement. Le deuxième, on se ramène au Québec. Un type qui m'a, lui, ouvert la porte à être intéressé à ça, Henri Bordelot. Ben oui. D'accord? Et j'ai ici, pour ceux qui peuvent nous voir, son premier livre que j'ai acheté au montant de $1. Ta barouette, hein? C'était dans mes budgets en 1971, pardon. Et puis, c'est un livre qui est très bon. Je l'ai. J'espère. Et puis, c'est un livre qui contient, en fait, son expérience. Et il parle également de quelques cas. Et, voyez-vous, ça a cassé la glace, si on veut dire, de l'ufologie au Québec. Et puis, Bordelot, lui, c'est un type également qui a fait un deuxième livre. J'ai percé le mystère des soucoupes volantes. Oui. Donc, ça, on peut le prendre avec un bémol, parce qu'il disait que les extraterrestres venaient chercher du sel ici. Et puis, son troisième livre, c'est « J'ai chassé les pilotes de soucoupes volantes ». J'aime le terme parce que soucoupe volante, parce qu'on ne parlait même pas d'OVNI dans ce temps-là. C'était le terme qui avait accouché des années avec Kenneth Arnold et Keyhole, les chercheurs américains. Ben, le témoin et le chercheur américain, il avait accouché ce terme-là, soucoupe volante, qui a été également retenu pour des livres et également des films. Ben, ça ressemble à une assiette. C'est ça. Alors, mais à thé, tu sais, comme tu mets ta tasse dedans, c'est un petit peu bombé, donc... oui. Ça ressemble à ça. Tu n'as eu une belle cet hiver à ta fête aussi. Hein? Oui. Oui. Également, là, étant le pionnier, si on peut dire, il ne faut pas oublier qu'il y en avait d'autres qui commençaient à œuvrer dans ce temps-là, en 1966, mais on va en parler un petit peu plus tard. Et puis, ayant été le premier, bien, il y a eu Expo 67. Moi, j'y ai été, j'étais très jeune, j'avais 13 ans. Et puis, quand ça a terminé, bien, ils sont restés pris avec l'île. Qu'est-ce qu'on fout avec ça? Il y avait des pavillons, des structures, ils les ont ramenés comme Cuba ou encore la Corée. Puis, il y a eu comme le pavillon de l'Allemagne qui est resté là longtemps sur place. Alors, la thématique d'Expo 67, qui était une corporation, on dit on va faire une exposition, tiens, sur le pavillon de l'insolite à la Terre des Hommes. En 67. En 69. On rappelle, 67, 69. 69, 2 ans après, après l'expo qui était terminée. Alors, j'ai été voir cette expo-là avec mon père. Et puis, le personnage qui était comme consultant à ce moment-là, c'était Henri Bordelot, qui a effectivement été le consultant sur le format des extraterrestres à présenter, la manière de les présenter, les OVNI, qu'est-ce qu'il y avait de l'air, et puis d'avoir des maquettes pour que ce soit vendeur au public. Alors là, vraiment, au Québec, on commençait à prendre de la vitesse. Là. On commençait à prendre, si on veut dire, démontrer un champ d'intérêt, puis à attirer la population vers cet intérêt-là pour les ovnis. Alors, ça a été vraiment un bel événement. Alors, c'est 3 livres, comme j'ai dit, de Henri Bordelot, qui est décédé aujourd'hui. Je ne me souviens plus précisément quand il était décédé, mais c'est un pionnier, justement, de l'ufologie. Mais il est apparu, il a disparu assez rapidement, contrairement à d'autres pionniers qu'on va parler tout à l'heure, qui sont encore dans le théâtre. Merci en passant à Julie G qui met des liens, photos, images de tout ce dont tu parles. Oui, OK. Il en met en commentaire. Merci. Puis si tu es capable de nous trouver la date de son décès, ça va être bien correct. On n'aura pas à le chercher. Oui. J'étais en train de regarder en même temps. C'est le fun que les gens complémentent de même. Je le remercie également parce que c'est de l'information. Alors, c'est pour ça. Fait que, vitement, on passe à un troisième, un de mes favoris, Berger et Powell. On va parler surtout de Bergier, pardon. Excuse-moi, c'est pas Berger, c'est Bergier.
il nous a fourni un petit peu à tous, les ufologues, pas les ufologues, mais les gens intéressés comme moi, Jean Cazot et autres, le premier livre, si on veut dire, de recueil d'à peu près tout ce qu'il y a de paranormal qui était à droite puis à gauche. Ils ont tout ramassé ça ensemble et ils ont fait un livre, Le Matin des magiciens de 1960. D'ailleurs, Carole, je t'ai trouvé une copie qui datait la deuxième édition de 1962. Et Steve, je suis content, j'en ai trouvé une pour toi. Oui, exactement. Donc, la copie. Tant qu'à faire. De l'édition, je vais commencer avec la mienne. La première, ça, c'est l'édition 1960. La dernière, c'est l'édition éditée par Folio, qui date de 1982, je crois. Et puis, on retrouve un peu de tout là-dedans. Il y a le mystère des nazis en Antarctique, des fantômes. Il y a un gros chapitre sur les ovnis. Et puis, vraiment, c'était un outil de travail, un outil de départ pour beaucoup, dont moi-même. Moi, j'avais prêté mon livre, malheureusement, comme bien des choses, c'est jamais revenu. Mais je l'ai retrouvé il y a à peu près 4 ans dans une bouquinerie, et puis je suis bien content, puis lui, il n'apporte pas. Bergier, c'était qui, ça? Juste pour dire c'est qui a écrit le livre. Là. Bergier, c'est un ingénieur chimiste français qui est venu au monde vers 1910, je crois. Et puis, il y a eu des démêlés durant l'occupation par l'Allemagne de la France. Finalement, il y avait des racines juives. Alors, vous imaginez qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est ramassé dans un camp de concentration. Et il a survécu au camp de concentration. Et ça a été même sauvé. Il a fait de la résistance, comme on appelait à l'époque l'armée secrète française. Et c'est après la guerre qu'il a commencé à s'intéresser vraiment à ce phénomène-là. Il s'est allié à un nommé Powell. Et puis, c'est les deux qui ont monté le livre ensemble, Le Matin des magiciens. Et également, ils commençaient, eux, en fait, à relever un nouveau phénomène, les civilisations antérieures. Parce que dans l'histoire contemporaine, la Terre, c'est qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, la Bible pour certains. L'histoire, c'est à peu près 2000 ans, 4000 ans, les pyramides, etc. Mais je compare ça, moi, à un terrain de camping. OK? C'est un exemple intéressant. Un terrain de camping, la saison 23, elle est commencée. Les gens sont arrivés avec leurs roulottes, leurs tentes. Il va se passer toutes sortes de choses, des feux. Et puis, ça va se terminer vers la fin octobre. Et tout le monde va repartir. Et la neige va revenir, ça va enterrer le terrain de camping et on aura une saison 2025. Mais avant 2023, il y a eu la saison 2022. Alors, c'est un peu comme l'humanité. L'humanité actuelle, on a existé, mais on découvre de plus en plus de ruines dans le fond des océans, l'Atlantide, Mu, Hyperborée, etc. Mais on découvre encore des choses qui relève d'une histoire qui est très ancienne, d'une autre civilisation. C'est pour ça que je compare ça à des terrains de camping. Il y a eu un hiver, et puis il y a une autre saison. Il va y avoir un hiver, puis une autre saison. Même, je regardais dernièrement, je lisais sur le continent Z. Ça, c'est un continent qui était en Amérique du Sud, pardon. Puis la Société royale de géographie avait envoyé une expédition là-dessus. Puis ils ont trouvé qu'il y avait eu dans des temps immémoriaux, enfouis dans la jungle, une civilisation très florissante. Ils ont trouvé de la poterie, des pièces pas de monnaie, mais de métal qui étaient moulées, etc. Mais cette civilisation-là avait disparu. Alors, c'est pour ça que Powell et Bergier, eux, ont commencé à parler des civilisations antérieures. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très bon. Qui en parle dans son livre. Et puis, ils ont éveillé, si on peut dire, la conscience collective vers ce genre de phénomène. Et puis, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on découvre avec le temps. Plus qu'on avance, plus qu'on ratisse large, plus qu'on découvre que
Effectivement. Bon, on parlait de 12 000 ans, la période actuelle. Là, il va sur 14 000 ans, selon ce que j'ai lu hier. Mais 14 000 ans dans l'existence de la Terre, c'est une microseconde. Un battement de paupières. Un battement de paupières, Steve. C'est exactement au figuratif de quoi que j'aime bien. Là. C'est comme je parlais de mes terrains de camping tout à l'heure. C'est du figuratif, mais ça explique en fait les différentes civilisations. Puis eux ont été dans les premiers à en parler. Là. Charroux a touché ça un petit peu également. Mais effectivement, ces deux-là ont travaillé là-dessus. Super bon livre. Si dans les bouquineries, vous pouvez le trouver, il y a différentes pochettes. Faites attention. Mais fiez-vous au titre, Le Matin des magiciens. Il y a à peu près quasiment 450 pages dans le livre. Et puis, c'est bien divisé. Et c'est fort intéressant pour ceux qui veulent commencer à explorer tout le domaine de l'inconnu. Fort intéressant. Carole, as-tu lu ton livre? Pas tout. Eh bon, c'est parce que je lis quand j'ai le temps, c'est que je ne m'endors pas dessus. Non, mais pas parce qu'il n'est pas intéressant, là. Mais je suis brûlée. Je fais 6 jours sur 7. Hein, pas le temps de... Ce livre-là, il se lit par chapitre. Tu peux commencer vers la fin ou tu peux commencer vers le début. C'est parce que c'est des sujets. Alors, ils ne sont pas nécessairement maillés. Alors, il se lit très bien. Alors, c'est mieux de le lire la prochaine fois que je te vois. Hey, on en attaque. Ben, la prochaine fois, ça va aller à la prochaine saison. Fait que tu as le temps encore. C'est ça, exactement. Hey, sur ma table de chevet. Hein? Oui. N'oublie pas que c'est nous autres qui décident quand est-ce qu'il fait sa chronique. Hein? Fait qu'on peut mettre ça bien loin en arrière. Là, puis on va être encore dans le timing. Là. Je suis très tolérant sur les exigences. Excusez-moi. Il va me demander, t'as-tu lu? Non. Son émission va être retardée d'une semaine. Mais Carole... Carole, je te parle de ton livre. Mais c'est mieux que je te parle de tu fini ta sauce à spaghetti. C'est parce qu'une fois, je l'ai appelée, elle était dans la sauce à spaghetti. Chaque fois que je l'appelle, tu ne déranges pas dans la sauce à spaghetti, là? C'est un running gag. Éric? Si tu passes trop loin, je t'inviterai. OK, ça marche. On s'entend bien, nous autres. Non, c'est le divan, ça. Oui, en plus, c'est le directeur. Va m'attendre dans le char. Il va falloir que tu commences par retourner chez vous. Ben oui, c'est sûr. Je t'embarque avec lui. On attaque un autre avant la pause. Jean-Claude Bourret, est-ce que vous le connaissez? Oui, j'adore cet homme-là. C'est pas tout le monde qui l'aime, mais moi, j'aime bien. Non, effectivement. C'était un journaliste de formation. Il a été promu en 1941. Il a mis, en fait, dans ses accomplissements, sur pied la 3e chaîne de l'ORTF, l'Organisation Radio-Télévision française. Et puis, il a participé également dans les années 70 à une émission qui s'appelait l'émission de Claude Villiers. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un peu comme Denis Lévesque. Okay. Alors, lui, toutes les semaines, il y avait la chronique sur les ovnis. Alors, il a cassé la glace un peu en étant récurrent, revenant avec son sujet. Et puis, qui intéressait. En France, d'ailleurs, c'est beaucoup intéressé le phénomène ufologique ou ovniologique. Là. Et puis, il a publié un livre qui s'intitule La nouvelle vague des soucoupes volantes par France Empire en 1975. Est-ce que tu en as une copie? J'en ai pas. Ah. Je l'ai déjà eu, je l'ai donné. Eh, Seigneur. L'autre jour, j'ai regardé mes livres que j'ai donnés. Les livres de Frank Edwards, Richard Carouge, Tu n'as pas fait ça. Claude Macduff. Baptême. J'ai donné une pile. Je pensais jamais venir à l'émission. Tu sais, c'est parce que j'étais tout seul dans mon coin avant de découvrir Zone Parallèle. Là, mais là, on t'a repêché. Fait que là, ça a fait j'ai gardé mes revues à faux. Tu sais, c'est une bonne affaire. Et puis même, j'en avais des copies. Mais c'est ça. Alors, il a également touché au domaine du Goveda, la bête du Goveda, qui est un genre de loup-garou mythe en France. Et il a été sélectionné en 2006 par le CNES, le Centre national d'études spatiales. D'ailleurs, eux ont un département qui s'occupe d'ovniologie, qui ont une rencontre une fois par année là, en France. Et il a été sélectionné pourquoi? Bien, pour l'envoi d'un message aux extraterrestres via micro-ondes et ondes moyennes, etc., pour, si on veut dire, atteindre une civilisation. Alors, c'est lui qui a
qui a été choisi pour ça. Et puis, c'est ça, c'est que c'est un type qui a quand même accompli beaucoup dans sa période. Fin des années 60, années 70. Et c'est pour ça que je voulais le souligner. C'est un individu quand même assez intéressant. Et puis, c'est cela. Alors, je pense qu'on arrive à la pause, Carole. Non, tu peux continuer encore un peu. Non, je vais couper, puis j'en ai une autre après. Bon. Fait que je te donne... il fait son difficile, hein? Ben oui. La troisième année, je vais... Une chance, les vacances s'en viennent. La troisième année, je vais renégocier mon contrat en plus. Parfait, regardez. OK, ça marche. On va à la pause, on revient tout de suite après. Hey, what's up, Lévis? C'est Sim-G de Lancaster. Vous écoutez 96.9 CGMD. Problème d'insectes, de rongeurs ou de souris? Abba Extermination. Choix du consommateur pour une 5e année consécutive. Ils apportent une sécurité d'esprit et une satisfaction garantie. Estimation gratuite et sans engagement. Pourquoi attendre les dommages coûteux? Plus de 1000 avis en ligne. AbbaExtermination.ca. Le restaurant Scores de Lévis fête ses 15 ans. Pour l'occasion, du lundi au jeudi, profitez du choix de notre chef et d'une soupe en accompagnement pour seulement 15 $. 15 ans, ça se fête. Venez célébrer avec nous. Cette offre est valide au restaurant Scores de Lévis jusqu'au 29 juin 2023. Empire Body Arts. Parce que le détatouage, c'est un art. Là, c'est le temps de l'enlever, ton vieux soleil en haut des fesses. Le nom de ton ex, hey, ça va faire. Le de dauphin sur ton bras. Tu veux que ça disparaisse? Fais pas faire ça par n'importe qui. Empire Body Arts, c'est des artistes du détatouage. C'est les mieux équipés de la région, ils ont la technologie de pointe, il n'y a pas plus qualifié. Empire Body Arts fait disparaître le tatou non désiré de la meilleure façon qui soit. Formulaire de consultation gratuit au empirebodyarts.com. Québec Brou, promo 25e anniversaire. C'est le 25e de Québec Brou, mais c'est à vous qu'on fait des cadeaux. Wouhou! Lundi, spaghetti, 7,99. Mardi, grosse poutine, 7,99. Mercredi, hot hamburger, 7,99. Jeudi, pain de viande, devinez quoi? 7,99. Du lundi au jeudi, de 16h à la fermeture, club sandwich, 12,99. Vraiment pas cher, belle ambiance, bon service et les plus belles filles à Québec. Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. 25 ans, ça se fait. Soluquet installe, fabrique et répare tout type de quai. Bois, acier, aluminium, fixe, flottant ou sur pilotis, rien n'arrête l'équipe de Soluquet. Plongée, travaux de soudure ou inspection, contacte soluquet.com. Alex, pourrais-tu aller me chercher? Ouais, boss. Puis après, est-ce que tu pourrais passer? Ouais, c'est bon, pas de problème. Puis si jamais t'as le temps, peux-tu... Parfait, ça marche. Si vos jeunes employés ne posent pas de questions, posez-vous des questions. Pour éviter les accidents du travail, prenez le temps de donner la formation et la supervision adéquate tout en créant un climat où vos employés se sentiront à l'aise de s'exprimer. Un message de la CNESST. Cet été, on prend nos sauces, nos épices puis nos assaisonnements chez Lisette. Sur le bateau, on se fait des mocktails sans alcool avec la belle sélection chez Lisette. Puis on chante Abdali Dali Dali Dam sur le bord du feu avec un des 900 produits de microbrasserie de chez Lisette. Wow, les snooze, des feux d'artifice, on sort le budget? Ah, pas tant que ça, puis en plus, ils viennent de chez Lisette! 354 Avenue des Ruisseaux, Pintendre. Une piscine distinguée? Vous épaterez vos invités avec votre clôture en verre trempé. Visite aluminiumperron.com. 3 Days Grace, Bad Religion, Goldfinger, Alexis on Fire. Réserve tes billets pour le party de l'été, le 10, 11 et 12 août à Victoriaville. Rock Lacoste Lacquer Ford propose 16 concerts sur la scène district. Réserve tes billets tout de suite au rocklacoste.com. Une présentation d'Hydro-Québec, Coppers et Arsenal Media. Des opinions, du real talk, du gros fun. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
retour en studio avec Raymond Falardeau. On est rendu à quelle hauteur, si je devine bien, selon ta liste? On n'est pas rendu à Carole-Lausanne encore. Non. Non, elle est loin derrière. Vas-tu parler de moi là-dedans, toi? C'est pas... Non. En fait, t'es pas là. Ça va être une autre émission, ça, parce qu'on en a trop. Il y a Yann Vanet, puis moi, je suis même pas là. Ah, ben. En passant, ils sont en ordre alphabétique pour se retrouver, parce qu'autrement, aller de droite à gauche. Oui, toi. Il a fallu faire ça pour mettre un peu d'ordre dans la chronologie également. Pas dans la chronologie, mais dans l'ordre de distribution. Le prochain, c'est un type que j'ai déjà vu également. J'ai déjà entendu ici même en studio lors d'une émission. Fois. François Bourbeau. Oui, François C. Bourbeau. Oui, il avait dit pourquoi, effectivement. Il y avait une différence entre les deux. Oui, parce qu'il y a deux Bourbeau, deux François Bourbeau. Lui, c'est François Côté-Bourbeau. Et voilà, exactement. C'est un type qui est dans le domaine depuis les années 70. Jeune, il a gagné même des prix pour ses recherches en astronomie. Oui. Alors, astronome amateur. Astronome amateur, effectivement. Et il a fait sa route quand même à différentes antennes. Comme on disait tout à l'heure, il a même apparu ici à une ou deux émissions, dont une que j'étais moi-même ici. Et il a publié son premier livre en 1984, Contact 158, que je n'ai pas lu, Carole. Je l'ai. Il en a plus. Tu n'es plus capable de le trouver, là, à moins d'aller dans un endroit comme pour les livres usagés. Comme, Oui, c'est ça. Ben, je voulais faire une petite annonce rapide. Dans le fond, 16, 17... 18 juin, donc de 9h à 17h, sauf que pour la journée du vendredi, c'est de 9h à 20h. Donc, Ordilivre fait une vente de livres au kilo. Donc, vendredi, samedi, ça va être à 3 pièces et demie le kilo et le dimanche, ça va être à 2 $ le kilo. Ça veut dire que ceux qui veulent chercher des livres rares, ça exactement, c'est la place où aller. Il faut aller se donner la peine d'aller fouiller. Ils ont du stock en tabarouette. Ça fait quand même un bon petit bout que je les connais. Ils ont pas mal de trucs. Ils viennent d'emménager sur la 3e avenue, un nouveau local. Donc, tu sais... Non, excuse, Steve, c'est le patron, ça, là. Oui, ben, non, je parle du commerce. Eux autres sont rendus sur la 3e avenue. Mais ils font une vente en même temps? Mais la vente va se passer au Patro Rocamadour. C'est à cet endroit-là qu'ils ont déplacé environ 30 000 livres qui vont être mis en vente. Fait que c'est la place pour aller vérifier si vous voulez retrouver des vieux livres d'ufologie, Henri Borloo, ce qu'on vient de mentionner. Là, ben, c'est la place où aller fouiller justement pour ce moment-là. Là. Puis c'est une aubaine, 3 pièces et demie le kilo. Là. Des fois, je trouve des bouquins de grade universitaire là, que tu ne te retrouves pas n'importe où. Là. Ben oui. Puis tu payes des prix ridicules là, pour l'avoir. Si je trouve un autre Matin des magiciens, il m'a gardé pour Éric Tessier. Je l'ai trouvé 3 jusqu'à présent. Il n'y a jamais 203, mais peut-être jamais 304. Également, c'est ça. Mais il y a un autre livre que François a écrit aussi, c'est « Les médias cachent la vérité ». La réalité ovni au public. Ça aussi, c'est là-dessus, tu vois le livre avec comme la montagne dans le film Rencontre du troisième type. Le gars qui fait sa montagne en patate pilée. Là. C'est ça, la couverture. Peut-être que ça aussi, ça peut être quelque chose de rare à trouver parce qu'il n'y a plus aucun livre de disponible. Je te dirais même, à ma grande surprise, dans les bouquineries de même, là, sur l'ufologie, là, les livres, il n'y en a pas à tonnes. Il n'y en a pas à tonnes parce que j'ai été surpris. Là, je vais, moi, chez Seconde Chance sur la Canardière, là, puis sur les ovnis, il n'y en a pas beaucoup. Fait que, aussitôt qu'ils sont en circulation, ils sont interceptés. Alors, à ce moment-là, ils partent vite. Comme le livre que je t'ai emmené, là, Steve, Le Matin des magiciens, je l'ai eu hier, celui-là. J'ai été faire ma petite patrouille avant. Puis je dis, on va voir. Puis finalement, j'étais content de faire main basse sur ce livre-là. Et puis, c'est ça. Fait que François Bourbeau, bizarrement, c'est un type que je ne connais pas beaucoup. Il est très volubile. Il explique bien ses affaires. Et puis, comme j'avais remarqué ici en studio, il traite beaucoup de dossiers. Il s'exprime bien aussi. Il s'exprime bien. Ouais. Il y a un timbre de voix qui porte. Il est quand même il est bien là, dans son gabarit. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé en studio. Il était. En tout cas, il remplit l'émission. Ça, on peut le dire. Ça. Oui. Ensuite, Michel Carouge. Lui, je ne le connais pas.
Ça, c'est un des premiers livres que j'ai lus dans les années 60. Et tu ne l'as pas, le livre. Je l'ai donné. C'est lui que tantôt tu parlais que tu as Ben donné. ouais, Je vais regarder si je ne l'aurais pas dans ma bibliothèque à moi, parce qu'en plus, j'ai les livres de Nalcir aussi. Fait que, il me semble que oui, le livre est là. Le livre, là, sur la couverture, c'est une soucoupe volante atterrie sur une traque. Tu as une voie de chemin de fer, la soucoupe est atterrie. J'en ai 50 livres sur la pochette, avec une soucoupe volante dessus, avec des noms différents. Mais sur une voie de chemin de fer, c'est ça la différence. Mais Michel Caroux, c'est un biographe et auteur, et il a entrepris ses recherches vers 1950 sur les ovnis. Peu connu en France, malgré tout. Mais malgré tout, certain, parce qu'il a coécrit un livre aussi avec Charles de Foucault, Explorateur mystique. Moi, j'étais au courant de celui-là, mais je ne parlais pas de... C'est parce qu'il y a bien des auteurs qui ont écrit beaucoup de livres. Tu sais, comme tantôt, il y en a un qui en a écrit à peu près 22. Je ne commencerai pas à tous les mentionner. Hein. Mais je mentionne celui-là qu'il a percé, comme Les apparitions de Martiens, qui a été publié en 1963. Il s'est bien vendu, même dans les bibliothèques d'école. Je me souviens, on l'avait. Il l'avait dans les bibliothèques d'école. Mais comme d'autres ufologues français, il a disparu. On a perdu sa trace là, de Michel Carouge. Mais si vous faites main basse sur son livre, vous allez voir, ces cas, principalement, c'est des cas qui se passent en France. Et c'est bien documenté. Je l'ai lu le livre 3 fois dans le temps que je l'avais. Et puis, c'est bien documenté. Ça contient des informations, des rencontres, des enquêtes et puis quelques bons graphismes également pour illustrer. Comme je disais à Steve tout à l'heure, la pochette du livre, ben, c'est un ovni qui est atterri sur une voie de chemin de fer. Ben oui, je le vois ici en plus, puis je suis même pas capable de faire le partage d'écran. Tu l'as sur image? Je vais aller ranger. D'accord. Donc, pour ceux qui le recherchent, c'est ce qui ressemble. Du moins, si la pochette existe encore sur la copie à couverture dure. On est correct pour ça? Oui, on est correct pour ça. Ça va bien. Hein? Le prochain, mon Dieu, un de mes favoris, Jean Cazot. Là. On les nommera pas toutes. Il y a une vingtaine de livres à son actif. C'est ça. Je pense qu'il y en a 22. C'est ça que je disais tantôt. C'est pour ça que je ne mentionne pas tous les livres. J'en mentionne 1 ou 2. Mais Jean Cazot, je vais vous dire bien franchement, ça fait au-delà de 50 ans que je le connais. J'ai fait de la radio avec lui et un peu de télévision en 1970 sur les 11. Il y avait son émission à l'époque, c'était Espace Plus au canal 24. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le câble. Il y avait la chaîne UHF, Radio-Québec était là-dessus. Et le canal 24, c'était comme une télévision communautaire. Puis Jean avait son émission le mardi soir avec René Pigeon, qui était un étudiant en physique nucléaire. Et puis j'avais été invité à quelques reprises au sujet des ballons dirigeables qui s'étaient perdus, qui avaient été pris pour des ovnis. Ça avait été une vague d'ovnis, ça, en 1972, principalement. Ça avait fait la première page du journal Le Soleil, 3 janvier 1972, ceux qui veulent aller voir dans les archives. Et à l'époque, je m'étais fait avoir par un journaliste du Soleil que je connaissais. Et il m'a dit, y a-t-il une photo d'un de tes ballons en haut de Limoilou? C'était un lundi soir, j'avais envoyé ça par taxi au journal Le Soleil. Le lendemain, dans le journal, en première page, des étudiants dégonflent le ballon, en voulant dire que la vague d'ovnis était expliquée totalement par des ovnis. Alors, ça avait fait tout un tumulte. Cazot était en feu. Il m'avait appelé chez nous. Il dit, il faut que je te voie en ondes. On avait décortiqué ça en ondes. On avait mis ça au clair. Mais Jean, en même temps, dans ce temps-là, il y avait une émission à CKCV le dimanche matin à 7 h. CKCV, c'est une station qui a disparu. C'était sur l'AM. La station était au Palais Montcalm. Pas au Palais Montcalm, en haut, ce qui est le Capitole aujourd'hui. Et puis, il était animateur à l'époque à cette émission-là. D'ailleurs, Jean a été animateur de radio toute sa vie. Il était ici aussi, à CGMD, avec Les Faits maudits. Les Faits maudits, effectivement. C'est comme ça un peu que j'ai connu l'émission. J'ai vu passer sur son site Les Faits maudits. Et puis, il a fait, mon Dieu,
plusieurs stations à Québec, FM 93, CHRC, je crois, parce qu'il est parti dans le bout de Gatineau. Il a fait un bout de carrière là-bas à la radio. Il y avait différentes entreprises. Il est revenu à Québec à la radio pour 93, justement. Il a fait quand même à peu près 20 ans à Québec dans le domaine de la radio. Et au travers de ça, Jean écrivait. Il écrivait des livres. Et d'ailleurs, son premier livre est sorti en 1972. J'en ai une copie, ici même, pour ceux qui peuvent le voir. Je l'ai, celui-là aussi. C'est Manifeste pour l'avenir. J'avais dit à Jean, maudit ton livre est lettre. La couverture, moi, les scraps, par exemple. Puis, Jean, il m'avait dit, puis en plus, ça m'a coûté cher. C'était à la mode des années 70, les pantalons rayés bleu et blanc, puis des couleurs argent. Mais le livre, il est bon parce qu'il parle un peu de son parcours et puis son parcours d'ufologue, de sa jeunesse. Il parle également des incidents qu'il y a eu avec justement la crise des ovnis de 1972. Il se permet un peu également de philosopher sur ce qu'il a fait. Mais c'est un bon livre. Il se lit très bien. Et puis, moi, j'ai encore ma copie d'ailleurs. Et on ne parlera pas de tous ses livres parce qu'il en a émis un troc. C'est à peu près 22 ou 24. Son dernier, je l'ai ici. C'est 50 ans d'ufologie profonde chez Louise Courteau que j'ai. Très bon livre d'ailleurs. Il résume encore une fois beaucoup de choses. Fait la mise au point avec l'expérience de vie qu'il a comme ufologue. Bon, je vais dire d'écouter le podcast. Il va m'aduler pour toutes les belles choses que je dis. Mais c'est qu'il a pris de l'expérience en 50 ans, comme tout le monde prend de l'expérience en prenant de l'âge. Et puis, lui, son expérience est vraiment, je dirais, profonde parce qu'il a approfondi énormément de sujets. Puis son livre, justement, il contient très bien ce qu'il veut communiquer. Et je m'attends à ce qu'il fasse d'autres livres. Et également, à l'origine, il avait fondé la SRPM en 1970, le premier mouvement ufologique québécois, qui était la Société de recherche sur les phénomènes mystérieux de Québec. Exact. Et cette association-là avait une revue dont j'ai quasiment toutes les copies, la revue AFA, qui était un journal à chronique. Il y avait un petit peu de tout là-dedans, OVNI, un peu du phénomène mystérieux. Il y avait des chroniqueurs comme François Saint-Laurent. Il y avait également les frères, j'ai oublié un petit peu leur nom, là, mais c'était deux frères qui étaient chroniqueurs dans cette revue-là. C'était une très bonne copie. Malheureusement, c'est difficile à garder dans des librairies, ce genre de... Mais moi, j'en ai pas mal. Heureusement, j'en avais des doubles. J'en ai donné à Carole puis à Steve. Alors, c'est un peu nostalgique. À l'époque, c'était à 60 sous, la copie. Non, c'est ça, c'était ridicule. Là. Puis à la fin, il a fait le nouvel... Mais dans ce temps-là, c'était cher. Oui. Aujourd'hui, c'est ridicule. C'est ça. C'est comme il avait fait AFA et le nouvel AFA également, qui était une version improved, si on peut dire, de la revue, qui s'est terminée, je pense, vers 1974. Et également, lors de son séjour à Gatineau, qui a duré quasiment 20 ans, bien, il a fondé le SAIPI. C'était une autre organisation sur les phénomènes mystérieux. Et il y avait pas loin de 300 membres là-dedans. C'était quand même... la SRPM, là, c'était 300 membres avec des enquêteurs de terrain. Il y avait quand même une grosse équipe. François Saint-Laurent là-dedans, qui était le secrétaire. D'ailleurs, s'il nous écoute, je peux te dire que Jean aimerait beaucoup te reparler un jour, là, parce qu'on l'a perdu, François Saint-Laurent, qui était un ufologue fort intéressant, avec une très bonne plume. Mais Jean m'a demandé, as-tu des nouvelles de François Saint-Laurent? Non, du tout. On l'a perdu. Alors, c'est beaucoup de substance pour Jean Cazot. Comme je disais, on pourrait faire une demi-heure au complet juste sur lui. Carole, tu l'as connu très bien. Jean, et puis également, je peux dire en finale qu'il a fait plus de 2000 conférences à Québec et à l'extérieur sur l'ufologie. Alors, c'est quand même,
c'est un géant dans le domaine au Québec que je respecte beaucoup. Même j'ai eu des prises de bec avec à un moment donné, mais tu sais, des fois, quand on est en couple, ça ne marche pas toujours. Hein? Il faut mettre les choses, au clair. Alors, je te salue, Jean, si tu nous écoutes. Tu sais, Jean, il est super gentil. Mais je ne Oui. suis pas toujours d'accord avec ce qu'il peut dire ou ce qu'il peut penser. Des fois, hein, Ben oui. parce qu'on a chacun notre opinion sur certains sujets. Ben oui. Il y a des fois qu'il dit des affaires que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais on ne peut pas être d'accord tout le temps avec quelqu'un, mais ça n'empêche pas que je l'aime bien gros. Ah oui, c'est un bon bonhomme. Ben oui. Ben oui. Il y a une grande sagesse, je te dirais actuellement. Là, l'image qu'il adopte d'ailleurs sur le portfolio de son livre donne un peu, si on peut dire, cette allure-là. Oui. Parce que c'est un type quand même, un bout de temps, là, je dérape un peu, il était quasiment un mannequin, ce gars-là. Posé sur une plage, en costume de bain, là, je lui ai montré ça à ma blonde, il dit « Christy, il était beau bonhomme. » il est parti d'un gars qui avait l'air d'un nerd, un tronche, là. Avec des grosses lunettes noires. Ben oui. Et puis, il est parti à un moment donné. Même en tronche, il avait de l'air d'être pas pire pareil. Oui, puis à un moment donné, il avait l'air d'un mannequin. Oui. Puis aujourd'hui, il a l'air d'un patriarche. Là, il cumule ses fonctions. Là. Non, mais sérieux. Ça, c'est des observations personnelles. Oui. Tout est fait ici, comme j'ai dit, tout est fait sans méchanceté. On parle de gens, mais on n'est pas agressif. On ne bâche pas personne. On dit ce qu'ils ont fait, puis surtout le fait qu'ils ont existé dans le domaine, et c'est ça qui est intéressant. On fait découvrir au monde aussi. Tu sais, comme Caro, je ne le connaissais pas tantôt, Carole. Là. Non, c'est ça. Ouais, mais tu sais, moi, il y en a que je ne connais pas, puis que tu vas recevoir des messages certainement. Là. Mais comme j'ai dit, les messages, on les prend tout en note, parce que si on n'aura probablement pas le temps de tous les faire. Puis l'année prochaine, ben, on pourra peut-être faire un autre petit volet à cette émission-là pour parler des gens qu'on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui. Un autre, Robert Charroux. On connaît? Lui non plus, je ne le connais pas. Alors ça, c'est un grand. Ça, c'est un grand classique. Là. C'est un style, un grand mononcle des UFO, des ovnis, par contre, dans les années 60 et 70. Il a écrit un livre, le livre des mondes oubliés, édité chez Lafon. Lafon, c'était des livres noirs, ça. Il y en a eu plusieurs, même des traduits. Là. Il y a eu dossiers sur les extraterrestres. C'était des beaux livres, une édition française. Et il a été, en fait, un des premiers à parler de la théorie des anciens astronautes. Seigneur, ça, moi, quand j'entends ça, oui. Justement, qui a inspiré von Daniken. Il a inspiré, effectivement, Eric von Daniken, qui, lui, plus tard, a fait son super reportage documentaire qui a été traduit, d'ailleurs, en 32 langues, je crois. Et puis, moi, la première fois que je l'ai entendu, c'était en 1971. Ben moi, quand j'entends ça à l'émission, nos ancêtres, les extraterrestres, puis qui disent, selon la théorie des anciens astronautes, c'est qui les anciens astronautes? C'est ça, là. Avec George Tsoukalos, lui qui a les cheveux dans les airs. C'est ça qui a de l'air d'un belé. Il y a du charriage pas mal là-dedans. Là. Oui, je trouve ça. Parce qu'ils disent que. Ils disent que. Là, ben, c'est ça, selon la théorie des anciens. C'est qui les anciens? Ben, c'est ça. Tu ne remets pas. C'est comme les experts à TVA, ça? Ben, c'est ça, effectivement. Hein, on ferme la parenthèse. J'ai de la misère avec ça. J'aime bien quand même cette émission-là de temps en temps, mais quand j'ai de la misère. Les cheveux, je comprends pourquoi il a les cheveux frisés et raides, parce que moi, les miens me viennent de même. Je l'écoute, mais j'ai de la misère. Moi, je mets des gros bémols sur pas mal d'affaires qui sortent, parce que c'est un comme quelqu'un me disait, il me mettait ça en figuratif, c'est un McDonald's de ce phénomène-là. De l'ufologie. De l'ufologie. Tu sais, on l'utilisait pour une autre ration, là, mais c'est ça. C'est un McDonald's, il y a à peu près tout là-dedans. C'est livré avec des à peu près. Puis, mais Charroux, lui, a documenté dans son livre dans le monde des anciens et également sur la théorie des anciens. C'était documenté, bien monté. Et comme je disais, il a inspiré Eric von Daniken, qui quand même est un bonhomme qui a fait une méchante coche. J'en parle un petit peu plus tard, d'ailleurs, dans les auteurs et personnes qui se sont impliquées.
Alors, un autre que tu as découvert, Carole. Oui, mais c'est ce que je trouve fin encore là. Julie continue de mettre des photos des livres en commentaire. Il a donc bien fait, il a mis le mien. Ah! C'est tout de suite en dessous de celui de Jean Cazot. C'est fin, hein? Ben, effectivement, merci beaucoup encore. Merci. Il y a des lichés au pied carré, hein? il est fin. Hey, on continue. On continue. Il est 2h20 déjà, là. À 1 heure, était peu. Il est 2h20. Un heure en 2 heures. Il serait 2h20, l'émission serait déjà terminée. C'est ça, excusez-moi, là. Je suis encore en heure des provinces maritimes. Oui, c'est ça, tu es des maritimes. Ce serait dans mon émission, là. C'est en plein ça. Tu serais content de m'avoir? Certain, là. Oui. Hey, Clark Jérôme, ça fait français, mais c'est Jérôme Clark. C'est un Américain. C'est un des pionniers des UFO aux États-Unis. Il aura une émission sur la chaîne, en fait, W, parce qu'il y a W puis C. Ça, c'est C, c'est à l'est du Mississippi. W, c'est réseau à l'ouest du Mississippi. Et puis, dans les années 50, alors, c'était à la télévision également, il faut spécifier. Ça commençait dans ce temps-là, on était dans les balbutiements de la télévision, mais ça commençait à coup d'augmentation de 3 millions de téléviseurs par année. Alors, il a publié un livre, lui, Flying Saucers Are Real. Ça, c'est un livre de poche qui décrit un peu le phénomène d'OVNI d'une manière vox pop. Et puis, je l'ai déjà eu, mais un autre que j'ai donné. Et puis, il est en anglais. Alors, il a été publié également chez Lafon, Soucoupe volante, Affaires sérieuses. C'était traduit comme ça. Et puis, c'est un livre qui, quand même, s'est vendu à coût de millions. Surtout la version de poche, parce que ça commençait dans le momentum, comme je disais tout à l'heure, au niveau des ovnis aux États-Unis. L'intérêt commençait. Il y avait l'incident de Washington en 1949 qui avait fait fracas dans les journaux. Heineck avait enquêté là-dessus, etc. Alors, mais ça, c'est un des premiers qui a commencé à travailler là-dedans. Il y a eu des problèmes d'ailleurs avec les stations parce que beaucoup. C'était nouveau, hein? Tu arrives avec un nouveau sujet. C'était un peu comme dans les années 60. Tu parlais d'avortement. Tu n'avais même pas le droit de dire le mot. Aujourd'hui, ça fait partie de la vie. Alors, que voulez-vous? Mais lui, il a vécu avec le début. C'est un peu comme notre ami Adamski tout à l'heure. Et on saute à Eric von Daniken. Est-ce qu'on connaît? Oui? Bien sûr. Et j'en ai même dans ma bibliothèque aussi. Excellent. C'est très bien ça. Eric von Daniken, c'est un type, bizarrement, qui provient de l'hôtellerie. Il était commis à la réception d'un hôtel en Autriche. Et c'est pas un Allemand, c'est un Autrichien. Et puis, à un moment donné, il s'est commis en finançant ce qui allait être un reportage qui allait apparaître mondialement. Il y a eu des problèmes financiers. Il a fait un an de prison. Ses redevances, après l'apparition de son reportage, qui était Présence des extraterrestres, ont commencé à rentrer et il a pu payer son bail, son prix de. Des fois, j'ai des noms en anglais, excusez-moi. Comment est-ce qu'on dit ça, un bail en français? Pour sortir de prison. Sa caution. Sa caution, merci. En espagnol, peut-être, non? Non, une petite farce parce que Steve, il parle très bien l'espagnol. Alors, c'est ça. Alors, évidemment, par après, je parle de présence des extraterrestres. En anglais, c'était Chariots of the Gods. Il y a eu même un disque, à l'époque, il n'y avait pas de bande sonore comme telle, mais il y avait un disque qui s'est vendu chez Decca. Et puis, ça a été découvert par accident parce qu'en 1971, il y avait une grève à Radio-Canada. Et puis, ils mettaient des films. Film Louis de Funès. Puis, ils ont mis ce film-là. La soupe aux choux. La soupe aux choux, le choc vient de l'espace. Et puis, ils ont mis le film, quand ils ont mis ça sur Chariot of the Gods, Chariot de présence des extraterrestres. C'était Radio-Can en français. Mais ça l'a explosé. Ils ont eu des appels. Je me souviens, j'avais appelé à Radio-Canada. Ils disent on a eu 200 appels ce soir là-dessus.
pour savoir c'était quoi. Tu sais, je veux dire, j'étais jeune, là, mais il m'avait répondu. C'était dans le temps Radio-Canada, il était au Corée-Dioville à Québec. Et puis, on a eu 200 appels à soir sur c'est quoi ce reportage-là. Puis évidemment, par après, ça a fait traîner de poudre. Ça a été traduit, comme je disais, en 32 langues, je crois. Et partout dans le monde, il a fait fortune, le bonhomme, avec ça. Également, j'ai vu le bonhomme. Il est venu en 1973 au Palais Montcalm présenter le film. C'était la même chose qu'on avait vu à la télévision, mais sur écran géant, en cinéma. Et puis, Eric Von Daniken était sur place. Il a commenté au début le film, puis il a commenté à la fin. J'ai réussi à y serrer la main, et puis je n'ai pas demandé d'autographe, puis j'aurais dû le faire. En tout cas, des fois, on dit on aurait dû. Mais c'est un bonhomme quand même qui a fait fortune avec pratiquement cet événement-là. C'est ça qui l'a taxé toute sa vie. Et également, je dois dire, c'est Eric Von Daniken. En allemand, Von, ça veut dire que c'est un noble. Parce que tu vas dire Merkel ou encore Kruger, c'est des noms comme Tremblay ou encore Lausanne. Ben, ici, tu rajoutes de ou de là. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Également, comme deux Pétavins de Garant. Un de mes amis, moi, techniquement, c'est un marquis, il s'appelle deux Pétavins de Garant. Et eux, les Allemands, Von, ça veut dire qu'il est une famille noble. Mais évidemment, ces titres-là sont demeurés au niveau familial. Ça ne veut pas dire qu'ils sont encore très nantis. Ils travaillaient dans un hôtel 60 chambres en Autriche. Alors. Mais c'est un bonhomme qui a remarqué, en fait, le phénomène extraterrestre ancien. Comme je disais tantôt, il était inspiré par Robert Charroux, qui était quand même un petit peu avant lui, mais lui, il a fait mousser, en fait, le sujet pour en faire, en fait, un produit qui s'est vendu mondialement. Ben oui. Eh oui, 1h31, on arrête. On check l'heure, hein? Oui. C'est vrai que tu n'auras même pas le temps de tout. Alors, Ouais, tu n'auras pas le temps. Je vais juste, pour les derniers... Prends-en quelques-uns dans l'eau parce que tu n'en as même pas à moitié de lui. Ben, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Il reste encore 40 pages. Tu sais. Carole, les annonces. C'est ça, on revient tout de suite après. Talk, rock et hip-hop. Ton sel est brisé? Tu veux vendre ou acheter un sel? C'est l'expert, c'est la place pour ton cellulaire. Réparation, appareils reconditionnés ou accessoires, on a tout pour ton cellulaire. Viens nous voir au 2190 3e rue à Saint-Romuald, près de la sortie Taniata. Problème d'insectes, de rongeurs ou de souris? Abba Extermination. Choix du consommateur pour une 5e année consécutive. Ils apportent une sécurité d'esprit et une satisfaction garantie. Estimation gratuite et sans engagement. Pourquoi attendre les dommages coûteux? Plus de 1000 avis en ligne. AbbaExtermination.ca. Empire Body Arts. Parce que le détatouage, c'est un art. Là, c'est le temps de l'enlever, ton vieux soleil en haut des fesses. Le nom de ton ex, hey, ça va faire. Là. Le de dauphin sur ton bras. Tu veux que ça disparaisse? Fais pas faire ça par n'importe qui. Empire Body Arts, c'est des artistes du détatouage. C'est les mieux équipés de la région, ils ont la technologie de pointe, il n'y a pas plus qualifié. Empire Body Arts fait disparaître le tatou non désiré de la meilleure façon qui soit. Formulaire de consultation gratuit au empirebodyarts.com. Le Bar Sport Vegas, l'endroit numéro 1 à Québec pour vous divertir. Karaoké, bandlife, DJ, billard, loterie vidéo et bien plus. Le Bar Sport Vegas, 2340 Boulevard Sainte-Anne à Québec. L'été est à nos portes et le beau temps est enfin là. Vous rêvez d'une eau chaude dans votre piscine tout l'été? Envie de prolonger la saison estivale et de profiter de moments inoubliables en famille et entre amis? Solution Piscine est là pour vous. Remplacement ou installation d'un chauffe-eau pour votre piscine. Piscine creusée ou hors terre, on a le produit qu'il vous faut. Nos prix sont imbattables. Garantie du meilleur prix. Contactez-nous dès maintenant pour une soumission gratuite. Solutionpiscine.com 88 888 25 27. Toumi! La plus belle terrasse de Saint-Sauveur fête ses 1 an. Dès le 27 mai, la terrasse de Toumi est ouverte avec le nouveau menu. Pour la meilleure gastronomie péruvienne, c'est Toumi. Vous aviez hâte à une belle terrasse festive, hein? Il y a une nouvelle carte de cocktail en plus. Les Pisco Sour vont vous donner le goût de danser. Vive Toumi, leur terrasse, cocktail et menu péruvien. Hey, un drôle d'oiseau, ça.
Gérard, c'est notre barre d'eau qui part au vent. Groupe DBL, des experts en toiture passionnés pour vous garder à l'abri des intempéries. Québec Brou, promo 25e anniversaire. C'est le 25e de Québec Brou et c'est à vous qu'on fait des cadeaux. Wouhou! Lundi, spaghetti, 7,99. Mardi, grosse poutine, 7,99. Mercredi, hot hamburger, 7,99. Jeudi, pain de viande, devinez quoi? 7,99. Du lundi au jeudi de 16h à la fermeture, Club Sandwich, 12,99. Vraiment pas cher, belle ambiance, bon service et les plus belles filles à Québec. Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. 25 ans, ça se fête. Le hangar fumoir. De la viande fumée de qualité. Simplement mettre la viande 15 à 20 minutes dans l'eau bouillante. Sauce barbecue et piquante. Épices, viande fumée et plus. Le hangar fumoir. À Saint-Nicolas, près du Chocolat Favori. C'est pas oublié aussi. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Nous voilà de retour en studio. Ça faute être ici. Ça ne sait pas pourquoi je ris. Ouais, c'est ça. Mais... Je t'ai échappé une fois. Parce que on a parlé de chandail, puis un matin, c'était comme. Moi, hier, tu sais, vous avez parlé de météo. Là. Moi, quand je suis parti chez nous, il faisait 34-37 avec l'humidité. J'étais arrivé chez Carole, il faisait comme 20. Là. Moi, le changement de température, je l'ai depuis hier. Puis là, un matin, quand on est sorti, j'ai checké avant, il dit, faut-tu déneiger le char ou quoi? Puis, on va se pogner une plaque de glace en venir en radio. Alain, il dit, l'avant est fermé en telle ville, telle là. Là, elle dit, comment ça? Et il dit, il y a trop de neige. Caroline, il fait fret un matin. Hey, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit que s'il faisait pas chaud pour la pompe à eau, c'est pour ça que Carole... c'est ça. Mais de toute façon, Raymond, la version vidéo va sortir dans 2 semaines. Le monde va savoir pourquoi je ris. Ça marche. On n'a pas besoin de le dire. Un peu de sérieux, Carole. Là. Ben oui, on est rendu où? On est rendu à Jean Ferguson. Ben oui, donc. T'es un autre ça, qui m'a accompagné dans mes lectures dans les années 70, dans le temps que j'étais à Bagotville. Là. Et puis, c'est un chercheur, effectivement, qui a apparu dans les années 70, comme je viens de dire. Et puis, il a écrit un livre qui était très bon. Tout sur les soucoupes volantes en 1976 et un autre en 1977. Les humanoïdes, le cerveau qui dirige les soucoupes volantes. Je ne sais plus lequel que j'ai chez nous. Je sais que j'en ai un. Et les extraterrestres et les soucoupes volantes en 92. Donc, c'est ces 3 livres. Il a disparu un peu de la map des chercheurs, chroniqueurs ou autres, mais il était très présent dans les années 70. Et bizarrement, il y avait des chroniques dans les petits journaux un peu à potins, Photo et Allo Police. Là. Il y avait souvent une page complète, l'univers du mystérieux. Je les ai encore d'ailleurs découpés dans... Ah, ça, c'est le fun. J'ai ça, puis j'ai gardé parce qu'il parlait des fois de fantômes, mais surtout d'ovnis. Puis il y avait des bons textes. C'était bien. Alors, évidemment, dans les années 70, on explorait encore. On n'avait pas encore on n'avait pas vraiment d'émissions qui ont parlé de ça, sauf Atomes et Galaxies, comme je disais tout à l'heure, ou qui ont parlé des extraterrestres avec plusieurs. Ceux-là, d'ailleurs, que j'ai appris, j'ai connu, qui ont cité Aimé Michel, Robert Charroux et autres. Et puis, ça avait duré 5 ou 8 émissions, je me souviens. C'était à Radio-Canada, Atomes et Galaxies. Alors, Jean Ferguson, ça en est un qui a œuvré dans ces années-là. Cazot l'a connu, effectivement. Ils ont travaillé un petit peu ensemble, ils se communiquaient, ce que je sache, mais je n'irai pas au-delà de ça en ce qui est sur ce chapitre. Et en passant,
je vais vous dire, on est obligé d'accélérer le pas un peu. Ben oui. Puis à la fin, je vais mentionner ceux que je n'ai pas eu le temps de parler et puis que je garderai pour une chronique la prochaine saison, en fait, en septembre ou Ben, octobre. il y en a peu importe. vraiment même beaucoup. Puis, puis ça, c'est un résumé. Hein, j'en ai décanté énormément parce qu'il y en a d'autres là-dessus là, qui me sont revenus. Tu sais, comme je te disais tantôt, Carouge, c'est un gars que j'ai lu son livre dans les années 60, mais mon souvenir, il est très clair par rapport à ça. Un autre fort intéressant, Richard Glenn. Ouais. Que tout le monde s'amusait un petit peu à imiter son style. Là. Avec les autres expérimental. Mais c'est un gars quand même qui a un diplôme universitaire. Je pense qu'il c'était en enseignement de quoi de genre. Éducation physique. Éducation physique. Il y avait quand même un gabarit quand même assez fort. Et puis Richard Glenn, dans les années 80, avait son émission, comme on vient de dire, au Canal 24, l'ésotérisme expérimental, qui traitait de phénomènes. Il a parlé beaucoup de son expérience étant jeune au Mont-Saint-Hilaire avec ses rencontres avec les extraterrestres. J'ai été agréablement surpris, Carole, quand tu l'as reçu ici. Pourquoi? Je te dirais que j'avais un petit préjugé. Tu sais, qui en a pas? C'est ça. Mais je dis, oh mon Dieu Seigneur. Mais finalement, même je l'ai dit à Caso, je disais en personne, j'ai été surpris de la participation à Richard Glenn à Zone Parallèle. Caso me dit, il dit de même, il dit peut-être extraordinaire. Puis il a été super à l'émission. Là. Son contenu était clair, il était poli, il était vraiment là, un personnage qu'on aimait écouter. Je l'ai écouté, j'étais avec Réal. Je suis surpris, moi, avec, parce que tu sais, des fois, c'est comme il y a des chanteurs que j'aime pas, puis que j'ai rencontrés, comme à l'époque, il y avait une mairesse à la Malbaie, là, je mettrais ma claque sur la gueule. Et puis, on s'est rencontrés dans un colloque de la Chambre de commerce. Chris, on est demeuré. Excusez-moi. Je sais pas, pas pourquoi Eric circulait de 2 pieds. On est demeuré des grands amis, là, moi et l'ancienne mairesse. C'est pour ça que la chimie, des fois, est très différente entre ton préjugé que tu as et la rencontre avec la personne. Exact. Ou vraiment s'y attarder. Parce que je sais qu'il a subi les foudres de beaucoup de monde. Ouais. Il a été ridiculisé. Mais comme Caso, il s'est assumé partout. Ouais. Il y a eu des petits problèmes également au niveau de la justice, mais ça, si on commence à déblatérer là-dessus... Non, moi, je vais pogner nerf. Je ne m'entends pas. Il y a tellement de monde qui disent des affaires, des affirmations qui c'est pas le cas. Pas en tout, c'est pas ça l'histoire. Des bêtises, etc. Les médias embarquent dans ces niaiseries-là. Des wannabes sans argument, exact. Sans les vérifier d'informations, puis après ça dit du tout et du n'importe quoi. Ils vont chercher ça dans les journaux qui ont dit n'importe quoi en partant. Parce qu'il y a des mots. C'est des mots, là, que c'est très important. Parce qu'il y avait un animateur de Québec à l'époque, style poubelle, là. Ouais. Et puis, il avait demandé en entrevue à la radio. Richard a eu la politesse de lui répondre. Il aurait pu dire, il a fait de l'air, là. Ne m'intéresse pas. Puis l'animateur en question l'a mis en morceaux, il l'a ridiculisé. Ça a été grossier la manière que ça a été fait. J'ai trouvé ça. Comme la plupart des wannabes professionnels qu'on voit sur Facebook qui essayent de démolir tout le monde. C'est ça. C'est exactement le même comportement. Puis ce même animateur-là, Carole, a bâché Jean Caso, pas à peu près. Moi, là, ce genre de monde-là qui part des rumeurs ou qui disent des choses sans s'informer, si ça serait eux qui seraient victimes de ça, puis qu'on décide de faire, nous, de les faire accuser de ça, sachant que c'est même pas ça, ben, ils vont trouver le temps long en tabarouette. C'est un vrai calvaire. Là. C'est parce qu'à quelque part, là, ça s'appelle la diffamation, puis ça se poursuit. Ben oui, ça se poursuit. Le boomerang, là, même si tu fais rien, le boomerang, il te revient dans le derrière de la tête un jour ou l'autre. C'est arrivé une fois, là, l'animateur en question, il recevait Micheline Montreuil. Je ne sais pas si vous savez c'est qui. Oui. Ben, il te l'a ridiculisé. Puis elle, ou lui, en tout cas. Oui, rendu elle, mais avec une voix d'homme. Elle te l'a ramassé. Pas à peu près. Il avait l'air d'un pompon, en tout cas. Puis je l'ai rencontré, Micheline Montreuil, puis je me souviens, j'ai écouté cette entrevue-là. C'est pas une avocate? Elle est enseignante actuellement à l'Université du Québec, elle était avocate. C'est un quotient intellectuel de 142.
Il y en a à peu près 9 au Québec qui ont ce quotient intellectuel-là. Alors, elle l'a laissé parler. Lui, il te l'insultait et puis elle te l'a ramassé, pas à peu près. Il avait l'air d'un suçon à l'ail, en tout cas. Ça n'avait pas de bon sens. Suçon à l'ail. Mais j'y ai dit à Micheline Montreuil. C'est bon de l'ail, là, mais en suçon. C'est un combo qui n'est pas fort. Mais Richard Glenn, il avait été à son émission. Ben, à son émission, il était au téléphone, mais j'ai trouvé ça épouvantable, la manière qu'il était traité. Mais il s'est assumé, puis aujourd'hui, ben, son rôle est encore présent. Il est encore dans le domaine, puis je le salue également. Là, vraiment, là. Si je te donne le choix d'en parler de un, lequel tu choisirais dans le lot parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les nommer? Je vais terminer avec un qui est un autre monument, si on veut dire, dans l'actualité. Parce que dans le contemporain, on a Jean Cazot, d'accord, qui est interviewé par Denis Lévesque. Il est consulté par différentes stations de radio. Il vient d'ailleurs à ton émission une fois par mois. Et il est encore très actif. Sa chronique sur le web, c'est à tous les jours. Il y a des textes. C'est un gars qui est vraiment présent. L'autre qui est très actif actuellement, c'est Christian Page. Oui, en fait, c'est un journaliste. Journaliste de fonction, effectivement. Il a fait des reportages. Il a commencé il y a fort longtemps à s'intéresser aux problèmes, aux phénomènes. Et il a participé à différents types d'émissions à Canal D. Il a fait plusieurs explorations également. C'est un type qui analyse beaucoup. Lors de ses présentations, il analyse beaucoup le pour et le contre et le peut-être. Alors, il nous laisse, en fait, il ne dit pas c'est ci ou c'est ça, il nous laisse décider si le cas, en fait, vous le jugez vous-même. Mais c'est comme un tribunal, le type, il travaille très bien. Il y a une chronique à une autre station, comme on le sait tous. Et d'ailleurs, ce matin, il était à LCN. Il était, parce qu'on vient de savoir que la NASA vient de sortir une super commission d'enquête où ils vont tout révéler, puis il va avoir 7 pages, à peu près comme la dernière. Puis c'est ce qu'il a dit. Il dit j'ai trouvé bon la manière qu'il a dit. Parce que Frédéric Gay, qui était l'animatrice, lui a demandé pensez-vous qu'ils vont annoncer que les extraterrestres existent? Il a répondu pour une affirmation extraordinaire, il faut une preuve extraordinaire. Ça veut dire que probablement, on n'aura pas la réponse à la fin du mois. Ouais. Le pire, c'est que j'en ai filmé, moi, des engins que je ne comprends pas c'est quoi. Puis ça a à peine été vu. À peine. Mais par contre, c'est comme... Ben, c'est dans toute chose. Le sensationnalisme pogne au bout, puis les vrais trucs, ben, ça passe totalement inaperçu. C'est ça. Puis je me dis, crime, comment ça se fait que le monde... Tu sais, quand ça ne commente pas ça, je vois des fakes passer tellement. Là, là je pogne de quoi, moi, personnellement, que je filme pendant 15 minutes. Ça fait 2 fois que je pogne des affaires de même, puis je ne sais pas c'est quoi. Puis ça passe inaperçu. En parallèle avec ça, justement, parce que je disais que c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, il présente les faits avec comme un tribunal pour et contre, explication, contre-explication, et il nous laisse en fait juger sur si on est pro ou contre. Puis il y a un autre bonhomme qui fait un petit peu la même chose quand il présente ses cas, c'est Éric Tessier du MUFON. C'est qui, lui? Le gars que tu as déjà connu. Oui, ça a l'air qu'il est rendu... Et puis, il est directeur national du MUFON. Oui, une affaire de même. OK. D'ailleurs, je le félicite encore une fois. Mais Éric, j'ai vu tes présentations de cas, là, puis tu dis possiblement pas parce que telle explication, les lumières ont déjà été vues, ont été étudiées, etc. Si tu as quelques mots à rajouter, peut-être, je te vois aller. Hein? Lui, c'est un nobody. Je ne sais pas c'est qui ce gars-là. Mais reste là, Éric, parce que c'est lui qui va être ici tantôt à animer l'émission suivante dans la zone insolite. J'ai posé des questions. C'est ça, dans 10 minutes à peu près. Ouais. Okay. Mais merci, Emma. Ça méritait d'être dit parce que j'ai aimé la manière que tu décortiques le cas. Tu dis, c'est ça. OK, c'était vu définitivement là, en sortant des excuses bidons. Tu dis c'est facile de dire c'est ça, mais comme moi, je vois souvent des cas, puis on va dire comme des lens flares, puis c'est des affaires qu'on voit comme 40 fois par jour. Puis là, je me fâche parce que là, ça fait à peu près la 7e fois cette semaine que je vois l'affaire, puis la 15e fois du mois, puis 100e fois de l'année. Puis là, je me dis, ouais, mais peut-être cette personne-là,
elle commence à s'intéresser à C'est ça. ça. Que je peux pas bâcher dessus, parce qu'on a tous commencé à quelque part. Ben oui. Puis que, OK, il y avait moins d'Internet, les photos, c'était moins, mais là, tout le monde ça, les appareils, c'est digital. Comme des reflets de lentilles, là, depuis hier, ça fait 4 que j'envoie des vidéos que moi, j'ai faites en exemple. J'essaie de... je recrée des choses pour expliquer au monde. Je suis peut-être plus pédagogue qu'ufologue, mais non, mais j'essaie ça se d'expliquer combine, au ça. monde que les choses. Je ne peux pas dire que j'ai la vérité, mais avec moi, c'est oui, c'est un ovni. Non, ce n'est pas un. Puis je peux pas le dire c'est quoi. Et voilà. Et ce choix-là ne va pas avec celui que tu vas entendre. Et voilà. Mais merci beaucoup de ton intervention. C'est pour ça que je termine avec Page. C'est un géant de l'actualité comme Cazot. D'ailleurs, ils se sont dû rencontrer à une émission, justement, ici même à Québec. Et puis, comme je disais, c'est que c'est un analyste qui va chercher les éléments pour expliquer. Et puis, qui continue son bon travail. Je le salue, puis je le remercie également, parce que je l'ai consulté avant de parler de lui à l'émission. Ben, tu vois, puis son émission à Radio X aussi qui parle. Moi, j'avoue, là, quand il fait des émissions sur des meurtres mystères, des trucs qu'on ne connaît pas, ça, c'est fascinant d'entendre des émissions sur ce genre de trucs-là, par exemple. Tu sais, c'est comme pour Jean Cazot. On aime ou on n'aime pas quelqu'un. C'est ça. Mais il y a des trucs que j'avoue que Christian Page, je te salue, Christian, même si on ne s'est jamais vu. Je sais que il y a certaines façons, il y a une méthodologie, justement, de travail que lui, il respecte ça, ces affaires-là. Puis comment est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas dire n'importe quoi. Et voilà. Mais de toute façon, si on veut vraiment se faire une opinion, on va prendre autant ce qui nous plaît, autant ce qui ne nous plaît pas, pour vraiment faire le tour d'une question. C'est ça. Fait que, c'est ça. Mais il y a des méthodes d'enquête, il y a des méthodes de travail. Puis ça, là, il insiste beaucoup là-dessus. Ça fait chier bien du monde d'entendre ces genres d'affaires-là. Mais il a raison, pareil. Oui, effectivement. C'est ça. Si tu veux présenter tes trucs aux autres, il faut que tu le fasses avec une certaine méthodologie. Puis ça, tu n'as pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà. Puis exactement. Alors, M. Page, comme je dis, c'est un géant de l'actualité, comme Jean Cazot. Alors, on a quand même des bons éléments actuellement. Hey, j'ai-tu le temps pour un petit dernier vite? Non. Ben oui. OK. Hey, ça, c'est un autre géant national. Chris Rutkowski. Ben oui. Ah, ben d'accord? Oui. Ça, c'est d'origine ukrainienne. Il est passionné par le phénomène depuis les années 70. C'est un ufologue qui a fondé, dans un premier temps, le Center of Research on UFO in Manitoba et a compilé toutes les années, toutes les observations et il émet des statistiques. Et même, à un moment donné, le gouvernement même fait appel à lui pour certaines informations. Alors, il est actuellement avec le Winnipeg Paranormal Group et il a publié A World of UFO en 2008 et The Big Book on UFO 2010. Alors, c'est un géant, celui avec, dans le domaine. Et puis, c'est dans le domaine anglophone. Alors, évidemment, on le voit apparaître un peu partout également, mais sur les bulletins de nouvelles ou peu importe. Mais en terminant, je veux juste mentionner ceux que je n'ai pas eu le temps de couvrir. Il y a Frank Edwards, un Américain, dont j'ai aimé les livres et qui ont paru chez Lafon. Il y a eu Keyhoe Donald. C'est un enquêteur, un ancien de la marine américaine qui était enquêteur dans les années 50. Il y a eu Aimé Michel. Oui. Ça, c'était un grand, ça, qui était en France. Il a été fondateur d'Ouranos, qui était un genre de SRPM, un groupement de recherche là-dessus. On a après ça Guy Tarade, qui a écrit également sur le sujet. Et puis, je terminerai avec, pour le Québec encore, parce qu'il faut garder un peu pour le Québec, Yann Vadnet, qui était assez actif également. Lob Jacques aussi, t'as pas. Oui, Lob Jacques, j'ai oublié, excuse-moi. Jimmy Gueux aussi. Jimmy Gueux, effectivement, un grand. C'est des grands noms des années 60-70. Et puis, Lob Jacques, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il a paru, c'est un BDiste.
Et puis avec Luigi, je pense, il a fait paraître 3 bandes dessinées. Ceux qui n'aiment pas lire, ben, ils peuvent lire les 3 livres. C'est des BD édités par Dargo. C'est tout sur les soucoupes volantes, dossier des soucoupes volantes, pardon. Ceux venus d'ailleurs, puis il y en a un autre. C'est vraiment intéressant, facile à lire, c'est illustré. Ouais. Tu sais, comme par exemple Donald Kehoe, si tu lis ton livre, tu ne sais pas ce qu'il y a de l'air, mais là-dedans, il est dessiné. Adamski est dessiné. Il y a un paquet de personnages qui sont dessinés là-dedans. Alors, c'est pas trouvable actuellement. C'était édité, ça, en 1970. Moi, j'ai acheté les miens en 1974. Quand même, je ne les ai jamais vus. Puis on les trouve pas, malheureusement. Ouais, j'imagine, hein, parce que j'ai jamais vu ça. C'est super en cas. Puis il y en a eu un autre également que je n'ai pas amené. Moi, j'en ai. C'est Donald Cyr qui avait des bandes dessinées. Ben, moi, j'ai les ai. Si t'en as en double, chaud-moi ça. Oublie ça, il n'y en a aucune dans double, mais je vais les apporter, qu'on fasse le tour là-dessus. De toute façon, il y a pas mal de trucs à vérifier encore dans les archives à Donald. Là. Également là-dessus, en terminant, sur le livre de Jacques Loeb et Robert Gigi, certaines histoires, comme par exemple l'affaire de Kenneth Arnold, qui est le premier à avoir utilisé le mot soucoupe volante, ben, ça apparaissait dans 2 pages dans le journal Tintin dans les années 60-70. Alors, il y avait une petite histoire, c'était tiré des bandes dessinées de Histoire fantastique par Dargo Éditeur France. Il y a Marc Saint-Germain aussi que tu n'as pas nommé. Mais tu vois, il y en a encore et encore. Mais là, l'émission s'achève ici parce qu'on entre dans dans la zone insolite, on entend la porte craquer. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On entend la porte. Donc, merci, Raymond Crème. On va devoir faire un autre. Puis d'ici là, as-tu coché ceux dont tu as parlé? Il réécoutera le podcast. Tout est coché, effectivement. Comme ça, on va pouvoir faire une suite puis en ajouter une pile. Puis même, on a parlé des films à un moment donné. Oui. Je trouve ça intéressant. C'est le fun. Une bonne réponse là-dessus. Oui. Carole, je te remercie encore de m'avoir accueilli pour une 3e saison. Merci. Steve également. Merci à toi. Je suis toujours content de rencontrer Eric quand il était en studio avec nous. Et également. Merci, puis j'attends mon hélicoptère. Ils peuvent venir me chercher dans le parking ici en arrière, le 17, la dernière émission. Bon, on serait une gang, là, embarqué, là, si ça vous tente. Point de repère visuel des airs, là, phare numéro 3. J'aimerais également peut-être organiser une visite de la base. Ah oui! Ah, ça serait le fun. Ça, j'aimerais. Avec un officier, là. Oui. Puis on vous le montrerait, le bunker. Oui. Je suis partante. Attendez pas au mois de novembre. Fait fret. On met ça en banque. Oui, c'est ça. J'aimerais ça. Merci. Alors, beaucoup. Merci, Raymond. À l'an prochain pour tout le monde? Ben non, à la saison prochaine. Saison prochaine. L'an prochain. Je m'exprime mal. C'est cela. Bonne semaine à vous tous et toutes. Merci d'avoir été là. Merci, Julie et Marc Leduc aussi qui écrivaient des commentaires et tous ceux qui étaient là présentement. Exact. Et c'est ça. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Il reste 2 émissions avant la fin de la saison. Oui. Donc, c'est ça. Restez là pour l'émission de La Zone Insolite avec Marc. Pas Marc. Marc, je viens de parler de Marc Saint-Germain. Son nom est resté dans ma tête. Bonne semaine à tout le monde. Non, c'est lui qui remplace le monsieur qui ne connaît pas. Là, Éric, tu as ici quelque chose comme ça? C'est l'heure d'aller se reposer. C'est ça. Bye. À la semaine prochaine. Bye-bye. Sur Facebook, CJMD 96.9 Lévis.